Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Château de Franz Kafka, 10e et ultime épisode sur cette œuvre. Ce soir, nous lirons donc le chapitre 25 qui est le dernier chapitre de ce roman. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le dernier chapitre de ce roman? Au final, on ne sait pas puisque je répète qu'il s'agit d'une œuvre inachevée qui a été publiée d'ailleurs à titre posthume. Ce qu'on va faire donc, c'est que à la fin du live, quand on aura lu ce chapitre qui est un beau bébé parce qu'il fait une trentaine de pages, donc ça va déjà nous prendre pas mal de temps. Et ce qu'on fera à la suite de cette lecture, c'est qu'on ira checker sur internet un petit peu ensemble si on arrive à piocher quelques petites infos sur pourquoi il a été publié de manière posthume, pourquoi il a été inachevé. Le pourquoi il est inachevé, je vous l'avais déjà raconté, c'est qu'en fait, Kafka a arrêté, entre guillemets, sur un coup de tête, j'ai envie de dire, sa carrière, mais justement, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres raisons, etc. Enfin voilà, on va essayer de se renseigner vite fait, je promets pas qu'on ait les réponses, mais on va essayer de regarder ça ensemble à la fin sur internet, et comprendre pourquoi aussi Kafka, du coup, avait mis un terme à sa carrière littéraire, et décidé donc de préconiser à son ami Max Bord ou Borod, je sais plus, de détruire son œuvre. Donc voilà, on va essayer de se renseigner sur internet à la fin de ce live pour un petit peu prolonger la lecture et un petit peu essayer de comprendre pourquoi c'est inachevé et pourquoi c'est posthume. Et voilà, les circonstances de cette publication un petit peu étranges. Voilou. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, il y a des timecodes dans la description qui vous permettent de naviguer comme bon vous semble à votre gré dans la vidéo. Ce soir, je pense pas faire de pause, étant donné qu'il n'y a qu'un chapitre, je vais essayer de le faire d'une traite, même si c'est un bon gros chapitre, donc je verrai. Si vraiment je commence à fatiguer, que j'en peux plus, je ferai peut-être une pause, mais je vais essayer de faire d'une traite. Ce qui risque de faire grosso modo 1 heure de lecture, non j'exagère. Allez, peut-être 40-50 minutes de lecture non-stop, ce qui fait que je risque d'avoir la voix bien éraillée, bien fatiguée. Donc je sais pas si je vais savoir tenir quand même malgré tout les 30 pages, on verra. Il y aura peut-être une pause, mais je vais essayer de faire qu'il n'y en ait pas. J'ai pas mal de choses à vous dire dans cette introduction, alors je me presse. Tout d'abord, je vous parle du programme des jours et semaines à venir. Parce que, en effet, je vous avais prévenu qu'il allait être chamboulé, et en effet, il va être chamboulé. Donc là, jusqu'à la fin de cette semaine, c'est programme normal. Ce soir, on termine Kafka. Dimanche, il y a un live sur l'univers de League of Legends. Peut-être un live un peu plus long que d'habitude d'ailleurs, puisque on a un champion qui est lié à 2 nouvelles qui ont été publiées l'une après l'autre. Donc peut-être qu'on va faire les 2 nouvelles et faire un gros package avec le champion et les 2 nouvelles dans le même live. Donc voilà, dimanche peut-être un petit peu de rab sur le live de découverte de l'univers de League of Legends. Par contre, à partir de la semaine du 10, à partir de lundi 10, ça va être extrêmement chamboulé. Mardi 11, il n'y aura pas de live, je pense, puisque justement, ensuite je vais être absent. Donc j'ai pas envie de commencer une lecture maintenant et de faire une longue pause, puis de revenir. Enfin bon, bref. Donc voilà, je n'entame pas de nouvelle lecture tant que les bouleversements ne sont pas passés. Peut-être ce que je peux faire éventuellement, c'est faire un épisode de découverte de l'univers de League of Legends mardi en bonus à 21h. On fera peut-être ça, tiens, ça sera pas mal pour nous avancer un peu dans notre programme en plus, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles en ce moment sur la même zone géographique de League of Legends, donc pourquoi pas faire ça, ça pourrait être sympa. Mercredi, a priori, mercredi 12, pas de soucis, la journée gaming devrait avoir lieu de manière tout à fait legit, à savoir 13h-16h, un créneau sur Sea of Thieves, si tout se passe bien. Et à 21h, peut-être un créneau supplémentaire sur un autre jeu. Pour le moment, j'ai pas forcément d'idée, mais voilà, c'est possible. Et après, c'est là où ça se gâte, c'est qu'à partir du jeudi 13 février 2020, voilà, comme ça je suis ultra précis pour les gens qui regardent en diffusion, à partir de ce jeudi, ça va être un gros bordel. Il n'y aura pas de live vendredi, il n'y aura pas de live dimanche. Il est possible qu'il y ait un live mardi, mercredi, mais c'est pas sûr. Et ensuite, vendredi, samedi, dimanche, à nouveau pas de live. En fait, ça le truc, c'est que, je vous explique, c'est que j'ai deux week-ends de suite où je suis occupé. D'habitude, c'est ce que je vous explique à chaque fois,
d'habitude, je fais une pause tous les mois de 3-4 jours, grosso modo. Et en fait, pendant ces 3-4 jours, je vois des amis, je vois de la famille, j'organise des rendez-vous si j'en ai, enfin si j'ai des impératifs, quoi. Donc voilà, je ramasse tout ça sur 3-4 jours, 3-4-5 jours, d'habitude une fois par mois, ce qui fait qu'il y a une petite coupure dans les lives. Souvent c'est une coupure après justement une bonne lecture ou quoi que ce soit, donc c'est pas mal en vrai. Ça fait des petites pauses, ça permet d'aérer un petit peu l'esprit une fois de temps en temps, une fois par mois. Problème, c'est que, donc là ça se présente sur le week-end du jeudi 13 à dimanche 16. Problème, c'est que j'habite dans le nord, et dans le nord, c'est la période des carnavals, et c'est une fête qu'on fait assez beaucoup dans ma famille. Et cette année, alors nous, je vais pas entrer dans le détail de ma famille, mais nous, on n'est pas les personnes de notre famille à le fêter le plus. Donc en général, on vient y passer une journée avec le reste de la famille, etc. Mais cette année, apparemment, on y va 3 jours. Ce qui fait que tout le week-end du 21 au 23, pareil, je vais être indisponible pour faire des lives. Et du coup, c'est chiant de faire des lives dans la semaine du 10. Enfin, en gros, dans l'intervalle du 17 au 20, entre les deux week-ends, parce que ça fait que je vais être en déplacement pas mal, etc. Et du coup, ça fait que je sais pas si je vais savoir être sur mon lieu de tournage habituel pour ces lives. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en compte. Où je sais pas si je serai dispo à temps, si j'aurai le temps de faire les allers-retours au bon moment pour être là en live, etc. Donc plutôt que tout chambouler et peut-être à la dernière seconde vous dire ok, le live au final il est pas à cette heure-là, il est à telle heure. Ou ok, aujourd'hui il n'y a pas de live, par contre j'en fais un demain alors que d'habitude c'est pas le bon jour. Je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de dire que du jeudi 13 au dimanche 23, il n'y aura pas de live de manière sûre. Et du coup, pour reprendre le programme logique, ça serait à partir du mardi 25 avec un live de lecture. Donc je pense que je vais plutôt vous renseigner de cette manière et que ça sera plus simple. Dites-vous que du jeudi 13 au mardi 25, il y a 12 jours qui vont sauter et pas mal de live malheureusement. Et il y a peu de chances que je live durant cette période. Si toutefois je venais à live, je vous le dirai sur Discord, Facebook, Twitter comme d'habitude. Mais voilà, il y a peu de chances que je live durant cette période, je pense. Ça m'embête parce que ça fait une longue fenêtre sans live, mais bon. Je vois pas trop de manière de m'organiser. Après, ça a un avantage qui va être de me faire souffler, de me faire une bonne pause, et de faire que quand je vais revenir, on va pouvoir s'atteler à de nouvelles choses, puisque quand je vais revenir, déjà, vu qu'on aura terminé le château de Kafka, on va pouvoir enchaîner sur une nouvelle lecture. Je sais pas encore quelle lecture ça sera, vous savez que je me tâtais depuis très longtemps pour Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. C'est un peu compliqué parce que, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je ne me considère pas acteur et le théâtre, ça me paraît peut-être être un format un peu compliqué à, on va dire, à faire bon vivre avec le format de mes lives. Donc voilà, c'est pas du tout sûr que je fasse ça, c'est pas du tout sûr que je fasse même du théâtre un jour, je sais pas trop. C'est une envie, mais en même temps, à chaque fois que j'essaie, je m'y casse un peu les dents. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaie, je reviens à me dire ah, c'est quand même vraiment dur et c'est quand même pas très fait pour ça, si je puis dire. Mon format, enfin ouais, il coïncide mal, on va dire, avec le format théâtre. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est pas exclu que ça vienne à l'avenir et que je trouve l'idée qui va faire que je vais savoir tout organiser, etc. Mais pour le moment, ça doit pas être dans les plans, je pense. Donc, il y a des choses qu'on enchaîne avec autre chose, certainement quelque chose de plus léger, vu qu'on a lu un texte un petit peu balèze, en plus un bon roman et tout. Donc, je pense que on partira peut-être sur un format un peu plus court, peut-être des nouvelles. J'ai une idée, je sais pas si ça peut vous plaire, mais je me disais ça serait intéressant de lire les contes de Perrault, les contes de Dickens, peut-être, de Dickens, qu'est-ce que je dis moi? Les contes de Grimm. Y a qui encore qui a fait des contes? Je sais plus. Enfin voilà, peut-être
Ouais, peut-être un intégral de compte entre guillemets, ou bien une autre idée que j'avais eue. Mais ça, pareil, je sais pas à quel point on peut se fournir facilement ça. J'aurais bien fait peut-être des fables de La Fontaine en fait. Ça pourrait être sympa. Les fables de La Fontaine en live. Je sais pas, c'est une idée qui m'est venue récemment, je sais pas si ça serait cool, mais on enchaînera peut-être avec ce genre de choses, voilà. En tout cas, vous savez que ce sont des idées qui traînent, et puis si je trouve une autre œuvre dont on a déjà parlé, que vous m'avez déjà suggéré, ou que j'ai déjà dans la liste de choses à venir, à ce moment-là, je l'achèterai, et puis on pourra le faire en live. Voilà, voilou. Je dois avouer que je suis un peu ric-rac sur la prochaine lecture. Je sais pas encore ce qu'on va faire, tout ça, mais je m'inquiète pas trop. En général, on arrive à trouver. Euh, Donc voilà, ça sera pour le retour le 25 février. Bonsoir Tran, bienvenue sur ce live. J'espère que tu vas bien. Les contes de coups, n'importe quoi. J'ai mis tellement de temps à comprendre ton jeu de mots. N'importe quoi. Et du coup, oui. Je dis que j'arriverai avec de nouvelles choses puisque j'ai pas mal de choses en tête ces temps-ci, notamment un nouveau format dont je vous parle depuis quelques temps, enfin depuis quelques temps, ça doit faire 1 ou 2 lives, et il y a des choses sur ce projet secret qui se trament dans l'ombre. J'ai bien avancé cet après-midi notamment. Par exemple, j'ai créé 5 nouvelles récompenses, si je dis pas de bêtises, 5 nouvelles récompenses que vous pourrez débloquer avec des points de chaîne, donc sur ma chaîne Les Particules de Rêve. Donc voilà, c'est cool, j'ai trouvé une utilité, je pense, assez intéressante et qui utilise l'outil dans son ensemble des points de chaîne. Donc je pense que ça va être bien marrant, bien intéressant. Ceux qui sont sur le live en ce moment, vous ne pouvez pas les voir puisque je les ai mis en cachet. Parce que ça c'est vachement bien fait, c'est vachement cool, tu peux les mettre actifs ou désactifs. Enfin désactiver comme bon te semble, ce qui est très cool, ce qui fait que je ne les rendrai actifs que lors des lives ça me rappelle une histoire. Donc voilà, je répète le titre de ce projet. Et en parallèle de ça, du coup, voilà, j'ai fait des tests, j'ai réfléchi, j'ai bien écrit, j'ai regardé si ça fonctionnait, tout ça, tout ça. En parallèle de ça, vous pouvez vous rendre compte, et ça pour le coup vous pouvez vous en rendre compte dès maintenant, que dorénavant dans la liste des viewers de ce live, il y a Wizbot. Voilà, j'ai toujours été réticent à installer un bot sur mes streams, parce que sur les streams des personnes chez qui j'allais, je voyais pas forcément l'intérêt. Je trouvais ça marrant, mais sans plus. Disons que pour mon utilisation, je voyais pas ce que j'allais en faire. Et là, il s'est trouvé que j'avais besoin d'un outil et que je savais pas comment faire. Et il s'est trouvé que par les commandes, c'est possible. Donc voilà, il y a une nouvelle commande. Ça sert à rien de l'essayer, elle ne fonctionne pas. Mais il y a une nouvelle commande qui est liée justement à ces lives secrets. Et de la même manière que je n'activerai que lorsque ces lives auront lieu. Donc ça veut dire que sur les lives de lecture, sur les lives de découverte, sur les lives de gaming, vous ne pourrez pas lancer cette commande, vous ne pourrez pas acquérir des récompenses avec les particules de rêve. Et uniquement sur les lives, ça me rappelle une histoire, vous aurez ces possibilités. Voilou, et du coup, tout cela fait que mon setup de stream est a priori optimal. Bon, il y a toujours des choses que je pourrais améliorer, etc. avec le temps, c'est sûr. Mais a priori, tout est réglé, tout est calibré. Et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir se lancer bientôt dans cette aventure de nouveaux lives. Ce que je compte faire, c'est faire un épisode pilote. Et selon la manière dont ça s'est passé la première fois, si je me suis bien senti à faire ça, parce que c'est un exercice un peu particulier, donc savoir si moi j'ai apprécié l'exercice, si je trouve que c'est marrant, si je trouve que c'est intéressant, si je trouve que ça peut être répété aussi, parce que peut-être ça aurait été un one-shot intéressant, et voilà quoi. Si tout cela entre en condition, et que de votre côté vous avez plutôt apprécié ce nouveau format de live, etc., eh bien il n'est pas exclu que du coup l'épisode pilote devienne une série régulière,
qui se rajouterait à la grille des programmes de la chaîne Planétéo. Vu justement le concept un petit peu particulier, à moins que ça fasse vraiment un buzz de malade, auquel cas, bon, peut-être que j'en ferai un chouïa plus, mais sinon, vu le format particulier qui, je pense, va être compliqué à mettre en place si c'est trop fréquent, je pense que ça sera quelque chose qui sera pas hebdomadaire. Peut-être pas mensuel, mais peut-être toutes les 2 semaines ou un truc comme ça. Enfin voilà. Bref, je vois trop loin dans le futur, mais au moins vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe sur la chaîne dans l'ombre. Et sachez que ça bouge, que tout ça est en préparation, comme les lives concerts acoustiques qui sont toujours en préparation. Je m'entraîne à la guitare et au chant quasiment quotidiennement. Donc voilà, tout cela arrive petit à petit. Mais en l'occurrence, les lives dont je vous parle depuis tout à l'heure, à savoir les lives, ça me rappelle une histoire, devrait arriver relativement rapidement. Et je pense qu'on fera l'épisode pilote. Ah ouais, non, mais en février, avec 29 jours aussi en plus. Bon bah, admettons, le temps que je revienne, tout ça. Je pense que en février, maximum en mars, on devrait faire l'épisode pilote ensemble. Voilou. Et d'ailleurs, pour l'épisode pilote, j'aurais besoin qu'il y ait beaucoup de gens. Donc, pour faire un test propre et avoir beaucoup d'avis à recueillir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait. Merci pour toutes ces précisions, hâte de voir tout ça. Merci Itra, merci de m'encourager, ça fait plaisir. Et du coup, oui, vous aurez peut-être remarqué, dernière information, je suis désolé, vous aurez peut-être remarqué que du coup, ce laps de temps où je suis absent, malheureusement, il y aura la sortie de la mise à jour de Sea of Thieves pendant ce laps de temps. Ce qui fait que je risque de ne pas pouvoir vous présenter la nouvelle mage de Sea of Thieves le jour de la sortie. Je crois que la mage sort le 19. Ouais, ça doit être ça. Mercredi 19, je pense, la nouvelle mage de Sea of Thieves. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous présenter cette mise à jour. Enfin, il y a de grandes chances que je ne puisse pas vous présenter cette mise à jour comme d'habitude le soir même. Donc je sais pas si je fais tout simplement sauter l'épisode ou si je vous le présenterai le mercredi de mon retour. Mais voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me communiquer là-dessus si vous préférez que je saute ou si vous préférez que je le reprenne en revenant. Si vous avez des avis même sur YouTube, etc. De toute manière, comme d'habitude, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, je ne vous encouragerai jamais assez à entrer en interaction avec moi, que ce soit par des commentaires, par des messages dans le chat, par des pouces, par des follow, pouce en haut, pouce en bas, peu importe, tant que c'est justifié et que vous pouvez me communiquer les pourquoi du comment vous avez aimé ou non quelque chose, etc. Enfin bon bref, n'hésitez surtout pas. Voilà, cette fois-ci, je pense avoir fait un énorme tour de tout ce que j'avais à dire, mais c'est bien d'avoir posé les bases. De toute façon, je vous reparlerai de tout ça juste avant de partir en pause, et comme d'habitude, suivez tous les réseaux sociaux pour être constamment au courant de tout ce qui se passe, c'est encore le plus simple. On va pouvoir enchaîner avec la lecture du soir, une énorme lecture, une bonne grosse lecture de 30 pages sa mère, que je vais essayer de faire d'une traite. On reprend directement là où on s'en était arrêté la dernière fois, à savoir dans le... On s'était arrêté dans l'hôtel. Alors comment il s'appelle? C'est l'hôtel où on va depuis le début. L'hôtel des messieurs, si je ne dis pas de bêtises. Je me demande si j'oublie pas un mot dans le nom de l'hôtel. Je crois que c'est l'hôtel des messieurs, mais... Enfin bon bref. Avec l'auberge des messieurs, pardon, je me suis trompé. Voilà, l'auberge des messieurs. Avec du coup K qui a rencontré bien des gens, puisqu'il a rencontré Erlanger, représentant du château, qui lui a parlé très brièvement en définitive, et qui l'a sommé d'arranger les choses avec Frida, etc. Enfin bon bref, alors même qu'ils sont en rupture. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en marche comme ça. Et on s'était arrêté après cette fameuse... j'ai envie d'appeler ça une corolle. Après ce cortège, ce spectacle des fonctionnaires qui se font distribuer leurs courriers
de manière quasiment robotique, j'ai envie de dire, et qui rouspète sur tout le monde. L'aubergiste et la patronne qui sont venus engueuler K d'avoir assisté à cela justement alors qu'il n'en avait pas le droit, qu'il n'avait pas le droit d'être dans ce couloir, etc., etc. Bref, il y a tout un tas d'éléments qui se mettent en place qui étaient vraiment intéressants. Le live dernier était vraiment cool, je trouve. Il y avait vraiment une autre teinte dans l'écriture. C'était vraiment assez onirique. Il y avait il y avait un petit filtre merveilleux, fantastique, très léger, mais c'était grave cool. Et on va pouvoir passer au chapitre 25, le dernier chapitre. Je vous rappelle que le chapitre n'a pas de fin, puisque l'œuvre est inachevée. Donc, le chapitre s'arrête tout simplement en plein milieu d'une phrase. Donc ne vous étonnez pas que la phrase ne veuille rien dire quand je m'arrêterai de lire. C'est tout à fait logique. Et on va pouvoir partir. Je vous invite à vous installer, chers amis, à ouvrir bien grand de vos esgourdes. Santé à tous. Et peu importe ce que vous êtes en train de faire, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie durant cette lecture. Bonne écoute, Tran, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outro. Chapitre 25. Lorsqu'il s'éveilla, K eut d'abord l'impression d'avoir à peine dormi. Rien n'avait changé dans la pièce. Elle était chaude et déserte. Tous les murs étaient plongés dans les ténèbres. L'unique ampoule électrique au-dessus des robinets à bière était éteinte, et derrière les fenêtres, il faisait nuit. Mais lorsqu'il s'étira, l'oreiller tomba par terre, la planche et les tonneaux grincèrent, et Pépi accourut. Il apprit alors que c'était déjà le soir, et qu'il avait dormi plus de 12 heures. La patronne avait plusieurs fois pris de ses nouvelles pendant la journée. Gerstecker aussi. Pendant la matinée, il avait attendu ici dans l'obscurité, en buvant une bière, tandis que K parlait avec la patronne. Ensuite, il n'avait plus osé le déranger, et il était revenu le voir une fois. Enfin, Frida était paraît-il passée, elle aussi, et elle était restée debout un moment à côté de K. Mais ce n'était pas pour lui qu'elle était venue, car elle avait des choses à préparer ici puisque le soir, elle allait reprendre son service. « Elle ne t'aime donc plus » demanda Pépi, en lui apportant du café et des gâteaux. Cette fois cependant, elle lui posa la question sans méchanceté, mais avec tristesse, comme si entre-temps elle avait découvert la méchanceté du monde, qui fait pâlir toute méchanceté individuelle et la rend absurde. Elle parlait à K comme à un compagnon d'infortune, et lorsqu'il goûta le café, et qu'elle crut remarquer qu'il ne le trouvait pas assez sucré, elle courut lui chercher tout le sucrier. Sa tristesse ne l'avait pas empêchée de se parer aujourd'hui encore, plus peut-être que la fois précédente. Elle avait une ribambelle de nœuds et de rubans tressés dans les cheveux. Ses boucles qui tombaient sur son front et sur ses tempes avaient été soigneusement frisées au fer, et autour du cou, elle avait une chaînette qui pendait dans le décolleté plongeant de son chemisier. Lorsque, satisfait d'avoir enfin dormi tout son soûl et de pouvoir boire un bon café, K attrapa discrètement un de ses nœuds et essaya de le défaire, Pépi dit d'une voix lasse « Laisse-moi tranquille » et elle s'assit à côté de lui sur un tonneau. Et sans que K ait besoin de l'interroger sur ses souffrances, elle se mit d'elle-même à parler, l'œil rivé sur sa tasse de café, comme s'il lui fallait une distraction, même pendant qu'elle parlait, comme si, même lorsqu'elle s'occupait de ses propres souffrances, elle ne pouvait s'y abandonner entièrement, car c'était au-dessus de ses forces. K apprit d'abord qu'il était en réalité le responsable du malheur de Pépi, mais qu'elle ne lui en tenait pas rigueur. Et pendant tout son récit, elle hocha la tête avec insistance pour empêcher K d'émettre des objections. D'abord, il avait fait quitter le bar à Frida, et ainsi rendu possible l'ascension de Pépi. Aucun motif imaginable n'aurait pu faire renoncer Frida à son poste autrement. Elle siégeait au bar comme une araignée au milieu de sa toile. Elle avait partout des fils qu'elle seule connaissait. Il eût été parfaitement impossible de les arracher contre son gré. Seul l'amour d'un inférieur, chose incompatible avec sa position, pouvait la déloger. Et Pépi avait-elle jamais brigué ce poste? Elle était femme de chambre, son poste était insignifiant et sans débouché. Elle rêvait d'un grand avenir, comme toutes les jeunes filles. On ne peut pas s'interdire de rêver, mais sérieusement, elle ne songeait à aucune promotion, elle se contentait de ce qu'elle avait. Et voici que soudain Frida disparaissait du bar. C'était arrivé si brusquement que l'aubergiste se trouva sans remplaçante convenable dans l'immédiat. Il chercha, et son regard tomba sur Pépi qui, de son côté, c'est vrai, s'était mise en avant. À cette époque,
Elle aimait K comme elle n'avait encore jamais aimé personne. Elle était restée des mois là-bas, dans sa minuscule chambre toute sombre, prête à y passer des années, voire ignorée de tous sa vie durant, dans le pire des cas. Et soudain, K était apparu en héros, en libérateur de jeunes filles, et il lui avait ouvert le chemin vers les hauteurs. Bien sûr, il ne savait rien d'elle, ce n'était pas pour elle qu'il avait agi, mais Pépi ne lui en était pas moins reconnaissante. La nuit précédant son recrutement, encore incertain mais très probable, elle avait passé des heures à lui parler, à lui chuchoter des remerciements à l'oreille. Et ce qui grandissait encore le geste de K, c'était qu'il ait assumé la charge de Frida. Pour permettre l'ascension de Pépi, il avait fait preuve d'un altruisme incompréhensible en prenant pour maîtresse Frida, cette fille quelconque, défraîchie, maigrichonne, aux cheveux courts et clairsemés, une fille dissimulatrice de surcroît, ayant toujours quelques secrets, ce qui d'ailleurs va bien avec son physique. Si de visage et de corps elle fait manifestement pitié, il faut qu'elle ait au moins d'autres secrets que personne ne peut vérifier, comme ses prétendus rapports avec Clam. Et voici même le genre d'idées qui étaient alors venues à l'esprit de Pépi. Est-il possible que K aime vraiment Frida? Est-ce qu'il ne s'abuse pas lui-même? Ou bien peut-être qu'il abuse seulement Frida, et qu'en fin de compte, tout cela aura pour seul résultat l'ascension de Pépi, et qu'ensuite K se rendra compte de son erreur, ou ne voudra plus la dissimuler, et qu'il décidera de ne plus voir Frida mais Pépi. Et cette idée de Pépi n'était pas forcément déraisonnable, car en tant que jeune fille, elle luttait à armes égales avec Frida, personne ne le niera. Et puis c'était surtout le poste de Frida, et l'éclat qu'elle avait su lui donner qui avait momentanément aveuglé K. Et Pépi avait alors rêvé que lorsqu'elle aurait le poste, K viendrait l'implorer, et qu'elle aurait le choix, soit d'exaucer ses désirs et de perdre son poste, soit de les conduire et de poursuivre son ascension. Et elle s'était dit qu'elle serait prête à renoncer à tout, et à s'abaisser jusqu'à lui, et à lui apprendre le véritable amour qu'il ne pourrait jamais connaître avec Frida, et qui est indépendant de tous les postes honorifiques du monde. Mais ensuite, les choses s'étaient passées autrement. Qu'est-ce qui en était responsable? K tout d'abord, et puis bien sûr, la rouerie de Frida. K tout d'abord, car que veut-il, et quel étrange personnage est-il? À quoi aspire-t-il? Quelles sont ces choses si importantes qui le préoccupent, et qui lui font oublier ce qu'il y a de plus proche, de meilleur, de plus beau? C'est Pépi la victime, et tout ça est idiot, tout est perdu, et celui qui aurait la force de mettre le feu à l'auberge des messieurs et de la réduire en cendres, mais intégralement, de sorte qu'il n'en reste aucune trace, la réduire en cendres comme un bout de papier jeté au poêle, c'est lui qu'aujourd'hui Pépi choisirait entre tous. Pépi est donc arrivé au bar, voici maintenant 4 jours, peu avant le déjeuner. Le travail n'est pas facile ici. On se tue presque à la tâche, mais ce n'est pas à rien non plus que l'on peut arriver. Même avant, Pépi ne vivait pas au jour le jour, et, quoiqu'elle n'ait jamais eu l'audace de rêver à ce poste, elle avait beaucoup observé, elle savait de quoi il retournait, et elle ne l'avait pas accepté sans y être préparée. Sans préparation, il ne peut être question d'accepter ce poste, sinon on le perd au bout de quelques heures. Surtout si l'on avait l'intention de se comporter en femme de chambre. Quand on est femme de chambre, on finit en effet par se croire complètement abandonné et oublié. C'est comme lorsqu'on travaille dans une mine. C'est vrai en tout cas pour le couloir des secrétaires, en dehors des rares administrés convoqués de jour, et qui vont et viennent furtivement sans oser lever les yeux. On n'y rencontre personne de toute la journée, à part les 2 ou 3 autres femmes de chambre, qui sont, elles aussi, aigries. Le matin, on n'a pas le droit de sortir de sa chambre. Les secrétaires veulent être seuls entre eux. Ce sont les valets qui vont leur chercher à manger dans la cuisine. D'habitude, les femmes de chambre ne s'en occupent pas, et même pendant qu'ils mangent, on n'a pas le droit de se montrer dans le couloir. C'est seulement pendant que les messieurs travaillent que les femmes de chambre ont le droit de faire le ménage, mais pas dans les chambres occupées, bien sûr, seulement dans celles qui sont vides à ce moment-là. Et ce travail doit se faire dans le plus grand silence, pour ne pas déranger le travail des messieurs. Mais comment faire le ménage en silence, alors qu'ils logent plusieurs jours dans les chambres, et que les valets aussi s'y activent, ces vandales, et que la chambre est dans un tel état, lorsque la femme de chambre est enfin libre d'y entrer, que même un déluge ne pourrait pas la rendre propre. Ces messieurs sont de grands personnages, mais il faut vraiment de l'énergie pour surmonter son dégoût et nettoyer derrière eux. Les femmes de chambre ne sont pas surmenées, mais leur travail est pénible. Et jamais un mot gentil, sans arrêt des reproches, le plus accablant et le plus fréquent étant que des dossiers se sont perdus pendant qu'on faisait le ménage. En réalité, rien ne se perd. Le moindre petit papier est remis à l'aubergiste. Cependant, il arrive bien sûr que certains dossiers se perdent, mais les filles n'y sont pour rien. Alors arrivent les commissions d'enquête, et les filles doivent quitter leur chambre,
et la commission fouille les lits de fond en comble. Les filles ne possèdent rien. Leurs quelques affaires tiennent dans une petite hotte, mais la commission passe des heures à chercher. Bien sûr, elle ne trouve rien. Comment les dossiers pourraient-ils se retrouver là? Les filles n'ont que faire de ces dossiers. Mais le résultat, ce ne sont que nouvelles injures et nouvelles menaces émanant de la commission dépitée, transmises par l'aubergiste. Et jamais de repos, ni le jour, ni la nuit. Du bruit, la moitié de la nuit et du bruit dès le petit matin. Si au moins, on n'était pas obligé de loger sur place, mais il le faut, car entre le repas, surtout la nuit, c'est aux femmes de chambre d'aller chercher les petites commandes à la cuisine. Toujours ce coup de poing qui retentit brusquement à la porte des femmes de chambre, la dictée de la commande, la cuisine où l'on descend en toute hâte, les marmitons endormis qu'il faut secouer, le plateau qu'on pose avec la commande devant la porte des femmes de chambre, où les valets viendront le récupérer. Que tout cela est triste. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est quand il n'y a pas de commande. C'est quand parfois, au beau milieu de la nuit, alors que tout le monde devrait dormir, et que la plupart ont effectivement fini par s'endormir, on se met à rôder devant la porte des femmes de chambre. Alors, les filles sortent de leur lit. Ce sont des lits superposés, car il y a là globalement très peu de place. La chambre des filles se réduit en fait à un grand placard avec 3 étagères. Elles écoutent à la porte, s'agenouillent ensemble et se serrent l'une contre l'autre, tant elles ont peur. Et on ne cesse d'entendre ce rôdeur de l'autre côté de la porte. Elles seraient trop heureuses s'ils se décidaient à entrer, mais rien ne se passe. Personne n'entre. Et en même temps, on est obligé de se dire qu'il n'y a peut-être aucun danger. C'est peut-être juste quelqu'un qui fait les 100 pas devant la porte, qui se demande s'il doit passer une commande, mais qui n'arrive pas à se décider. Ce n'est peut-être rien de plus, mais il se peut aussi que ce soit autre chose. En réalité, on ne connaît pas les messieurs. On les a à peine vus. En tout cas, les filles dans leur chambre sont mortes de peur, et lorsque dehors le calme revient enfin, elles s'appuient contre le mur et n'ont plus assez de force pour remonter dans leur lit. C'est cette vie qui attend de nouveau Pépi. Dès ce soir, elle doit reprendre sa place à côté des autres femmes de chambre. Et pourquoi? À cause de K et de Frida. Elle retrouve cette vie qu'elle vient tout juste de fuir, qu'elle a fui certes grâce à l'aide de K, mais aussi au prix d'efforts personnels considérables. Car à servir là-haut, les jeunes filles se négligent, même les plus soignées. Pour qui devraient-elles se pomponner? Personne ne les voit à part les gens des cuisines dans le meilleur des cas. Qu'elles se pomponnent, celles qui se contentent de cela. Autrement, elles sont sans cesse dans leur chambrette ou dans la chambre des messieurs, où il faut être bien écervelée et gaspilleuse pour entrer avec des vêtements propres. Et toujours à la lumière artificielle, dans une atmosphère confinée, le chauffage reste toujours allumé, et en réalité dans un état de fatigue permanente. Le seul après-midi de congé qu'on ait chaque semaine, il vaut mieux le passer à dormir tranquillement et sans inquiétude dans un coin de la cuisine. Donc, à quoi bon se pomponner? C'est tout juste si l'on s'habille. Et voilà que Pépi était soudain muté au bar où, si l'on voulait s'affirmer, il fallait exactement l'inverse, où l'on était sans cesse sous les regards des gens, en particulier ceux des messieurs, qui sont très gâtés et très attentifs, et où il fallait donc avoir l'air aussi agréable et raffiné que possible. Bref, c'était un grand changement. Et Pépi peut dire qu'elle n'a rien négligé. Elle ne s'inquiétait pas de la suite des événements. Elle savait qu'elle avait pour ce poste les aptitudes nécessaires. Elle en était certaine, et elle en garde la conviction, et personne ne pourra la lui ôter, même aujourd'hui, après sa défaite. La véritable difficulté, c'était de faire ses preuves dès le début, car Pépi était une pauvre femme de chambre sans vêtements et sans parure, et les messieurs n'ont pas la patience d'attendre de voir comment on va évoluer. Ils veulent sans transition une serveuse de bar comme il faut, sans quoi ils se détournent. On serait tenté de les croire peu exigeants, puisque Frida pouvait les satisfaire. Mais c'est faux. Pépi y a souvent réfléchi. Elle a beaucoup fréquenté Frida, et elle a même dormi avec elle pendant un certain temps. Il n'est pas facile de lire dans son jeu, et si l'on ne fait pas très attention, et quels sont les messieurs qui font très attention, on se laisse vite abuser. Frida connaît mieux que personne la pauvreté de son physique. Ainsi, quand on la voit défaire ses cheveux pour la première fois, on joint les mains de pitié. S'il y avait une justice, une telle fille ne devrait même pas être femme de chambre. D'ailleurs, elle le sait, et elle en a pleuré pendant bien des nuits, blottie contre Pépi, et s'enveloppant la tête avec les cheveux de Pépi. Mais lorsqu'elle est en service, tous ses doutes s'évanouissent. Elle se croit la plus belle, et elle arrive à donner cette impression à tout le monde. Elle connaît les gens. C'est là tout son art. Et elle est prompte à mentir et à abuser les gens pour qu'ils n'aient pas le temps de la regarder de plus près. Bien sûr, à la longue cela ne suffit pas. Les gens ne sont pas aveugles, et ils finiraient par se rendre compte. Mais dès qu'elle prend conscience de ce risque, elle a déjà un autre stratagème tout prêt. Par exemple, ces derniers temps, sa liaison avec Clam. Sa liaison avec Clam.
Si tu n'y crois pas, tu peux vérifier. Va trouver Clam et demande-lui. Quelle astuce! Quelle astuce! Et au cas où tu n'oserais pas aller trouver Clam pour lui poser une pareille question, et où l'on ne te laisserait pas entrer même avec des questions infiniment plus importantes, au cas où Clam te serait même complètement inaccessible, seulement à toi et à tes semblables, car Frida par exemple entre d'un seul coup chez lui comme bon lui semble, eh bien tu pourras quand même vérifier. Tu n'as qu'à attendre. Clam ne pourra pas tolérer longtemps une fausse rumeur de ce genre. Il est sûrement à l'affût de ce qu'on dit de lui au bar et dans les chambres des clients. Tout cela compte beaucoup pour lui, et si c'est faux, il le démentira aussitôt. Mais il n'en fait rien. C'est donc qu'il n'y a rien à démentir, et que c'est la pure vérité. Certes, on voit seulement Frida porter la bière dans la chambre de Clam et en ressortir avec l'addition. Mais ce que l'on ne voit pas, Frida le raconte, et on est forcé de le croire. D'ailleurs, elle ne raconte rien, elle ne va pas ébruiter de pareils secrets, non. Les secrets s'ébruitent d'eux-mêmes autour d'elle, et bien sûr, une fois qu'ils le sont, elle ne craint plus d'en parler, mais avec modestie, sans rien affirmer. Elle évoque simplement ce que tout le monde sait déjà. Mais pas tous les points, cependant. Par exemple, depuis qu'elle est au bar, Clam boit moins de bière qu'avant. La différence n'est pas énorme, mais elle est sensible. Cela, elle n'en parle pas. D'ailleurs, cela peut s'expliquer de diverses façons. Clam traverse une période où il apprécie moins la bière, ou bien c'est Frida qui lui fait oublier d'en boire. En tout cas, si étonnant que cela puisse être, Frida est donc la maîtresse de Clam. Or, comment les autres n'admireraient-ils pas ce dont Clam se contente? Et voilà comment Frida, sans qu'on s'en rende compte, est devenue une grande beauté, exactement la fille dont le bar a besoin. Elle est même presque trop belle, trop puissante, c'est à peine déjà si le bar lui suffit. Et de fait, les gens s'étonnent qu'elle y reste. Être serveuse au bar, ce n'est pas rien. De ce point de vue, sa liaison avec Clam paraît très vraisemblable, mais une fois que la serveuse du bar est la maîtresse de Clam, pourquoi la laisse-t-il si longtemps au comptoir? Pourquoi ne lui donne-t-il pas un poste plus élevé? On peut répéter 1000 fois aux gens que ça n'a rien de contradictoire, que Clam a ses raisons d'agir ainsi, ou que la promotion de Frida viendra tout d'un coup, peut-être dans un avenir très proche. Cela n'a pas grand effet. Les gens ont des idées bien arrêtées, et toute l'habileté possible ne les en fera pas durablement changer. Plus personne ne doutait que Frida soit la maîtresse de Clam. Même ceux qui en savaient manifestement plus long étaient trop fatigués pour douter. Sois la maîtresse de Clam par tous les diables, songeait-il. Mais si tu l'es, nous voulons le voir à ton ascension. Mais on ne vit rien du tout. Et Frida resta au bar comme auparavant, trop heureuse dans le secret de son cœur que les choses en restent là. Cependant, son prestige diminua auprès des gens. Cela ne pouvait bien sûr pas lui échapper, puisqu'en général, elle remarque les choses avant même qu'elles n'arrivent. Une fille vraiment belle et gentille n'a pas besoin de déployer d'artifice, une fois qu'elle s'est habituée au bar. Tant qu'elle sera belle, sauf accident particulier, elle sera serveuse au bar. Mais une fille comme Frida doit constamment s'inquiéter pour son poste. Elle a bien sûr l'intelligence de ne pas le montrer, au contraire, elle a plutôt coutume de se plaindre et de maudire son poste. Mais en secret, elle surveille sans arrêt l'atmosphère. Et c'est ainsi qu'elle vit les gens devenir indifférents. L'arrivée de Frida ne méritait même plus qu'on lève les yeux. Même les valets ne s'occupaient plus d'elle. Ils avaient le bon sens de s'en tenir à Olga et aux autres filles du même genre. Elle remarqua aussi, d'après l'attitude de l'aubergiste, qu'elle devenait de moins en moins indispensable. On ne pouvait pas non plus toujours inventer de nouvelles histoires sur Clam. Tout a des limites. Et cette brave Frida décida donc de tenter un nouveau coup. Si seulement quelqu'un avait pu aussitôt la percer à jour. Pépi a pressenti quelque chose, mais hélas, elle ne l'a pas percée à jour. Frida décida de provoquer un scandale. Elle, la maîtresse de Clam, elle va se jeter au cou du premier venu, de préférence l'individu le plus insignifiant. Cela fera sensation. On en parlera longtemps, et enfin on se rappellera ce que cela signifie d'être la maîtresse de Clam, et de renoncer à cet honneur dans l'ivresse d'un nouvel amour. La seule difficulté, c'était de trouver l'homme qui se prêterait à ce jeu habile. Il ne pouvait pas s'agir d'une connaissance de Frida, pas même d'un valet. Il l'aurait probablement regardée avec de grands yeux et aurait poursuivi son chemin. Et surtout, il n'aurait pu garder son sérieux, et malgré sa belle éloquence, Frida n'aurait pu répandre le bruit qui l'avait surprise. Qu'elle n'avait pas pu se défendre, et lui avait succombé dans un instant d'égarement. Et même, s'il devait s'agir d'un être insignifiant, il fallait néanmoins qu'on puisse juger vraisemblable que malgré son côté frustre et balourd, il n'est Dieu que pour Frida, et que son plus vif désir, bonté divine, soit d'épouser Frida. Mais s'il devait s'agir d'un homme ordinaire, si possible inférieur à un valet, encore plus subalterne qu'un valet,
Il ne devait tout de même pas vous attirer les moqueries de toutes les filles. Il fallait qu'une autre fille, douée de jugement, puisse éventuellement lui trouver quelque chose de séduisant. Mais où trouver un tel homme? Une autre fille l'aurait sans doute cherché en vain toute sa vie. La chance de Frida lui amène l'arpenteur au bar. Peut-être le soir même où lui est venue l'idée de ce projet. L'arpenteur. Mais oui, à quoi songe-t-il? Qu'a-t-il en tête au juste? Cherche-t-il à obtenir quelque chose en particulier? Un bon poste, une faveur? Veut-il quelque chose de ce genre? Dans ce cas, il aurait dû s'y prendre autrement depuis le début. Car il n'est rien. Sa situation fait pitié à voir. Il est arpenteur, c'est peut-être quelque chose. Il a sûrement appris quelque chose. Mais si on ne sait rien en faire, autant dire que ce n'est rien. Et pourtant il a des prétentions. Sans disposer du moindre appui, il a des prétentions. Pas d'entrée de jeu, mais on se rend compte qu'il a certaines prétentions, c'est passablement irritant. Savait-il donc que même une femme de chambre se compromet lorsqu'elle s'attarde à lui parler? Et avec toutes ses prétentions, il tombe dès le premier soir à pieds joints dans le piège le plus grossier. N'a-t-il pas honte? Qu'est-ce qui l'a tant séduit chez Frida? Il pourrait bien l'avouer maintenant. Est-ce qu'elle a vraiment pu lui plaire, cette maigrichonne au teint cireux? Mais non. Il ne l'a sans doute qu'à peine regardée. Il a suffi qu'elle lui dise qu'elle était la maîtresse de Clam, cela lui fit encore de l'effet, vu la nouveauté, et c'est ce qui l'a perdue. Quant à Frida, il fallait alors qu'elle déménage. Elle n'avait plus sa place à l'auberge des messieurs, bien sûr. Pépi l'a encore vu le matin précédant son déménagement. Le personnel était accouru, car tout le monde était curieux du spectacle. Et son pouvoir était encore si grand qu'on avait pitié d'elle, tous, même ses ennemis avaient pitié d'elle. Ainsi, dès le départ, ses calculs se vérifièrent. S'être jeté au cou d'un tel homme, tout le monde trouva cela incompréhensible, et y vit un coup du sort. Les petites aides cuisinières, qui bien sûr ont de l'admiration pour les serveuses de bar, étaient inconsolables. Même Pépi fut émue. Elle ne put s'en empêcher, même si en fait son attention se concentrait sur autre chose. Elle fut frappée de voir Frida si peu triste. Au fond, c'était un malheur épouvantable qui l'avait frappée. Elle faisait d'ailleurs semblant d'être très malheureuse, mais cela ne suffisait pas. Cette comédie ne pouvait tromper Pépi. Qu'est-ce qui l'aidait à tenir? Le bonheur d'un nouvel amour, peut-être? Non, cette hypothèse était exclue. Mais quoi d'autre, alors? Où trouvait-elle la force de conserver son amabilité un peu froide, même envers Pépi, qui était pourtant déjà pressenti pour lui succéder? Pépi n'avait pas le temps d'y réfléchir. Elle avait trop à faire pour se préparer à son nouveau poste. Elle allait sans doute prendre la relève dans quelques heures, et elle n'avait toujours pas de jolie coiffure, de robe élégante, de beau linge, ni de bonnes chaussures. Il fallait se procurer tout cela en quelques heures, faute de pouvoir s'équiper convenablement. Il valait mieux renoncer d'emblée à ce poste, car alors on était sûr de le perdre au bout d'une demi-heure. Enfin, elle y arriva en partie. Côté coiffure, Pépi est particulièrement douée. La patronne l'a même fait venir une fois pour la coiffer. Elle est particulièrement adroite. Il faut dire aussi que son opulente chevelure est très facile à coiffer. Pour la robe aussi, elle trouva de l'aide. Ses deux collègues se montrèrent très fidèles. Du reste, l'honneur rejaillit sur elle quand une jeune fille issue de leur groupe devient serveuse au bar. Et puis, Pépi aurait pu leur procurer de nombreux avantages une fois arrivée au pouvoir. Une des filles gardait depuis longtemps une étoffe de grand prix. C'était son trésor. Elle l'avait plusieurs fois fait admirer aux autres. Rêvant sans doute de l'utiliser pour elle-même lors d'une grande occasion, et ce fut un très beau geste de sa part, maintenant que Pépi en avait besoin, elle lui en fit don. Toutes les deux furent ravies de l'aider à coudre. Elles n'auraient pas pu montrer plus d'empressement si elles avaient cousu pour elles-mêmes. Ce travail se fit même très gaiement et les remplit de bonheur. Assises chacune sur son lit, l'une au-dessus de l'autre, elles cousaient en chantant et se passaient les parties achevées, les garnitures. En y songeant, Pépi en éprouve d'autant plus de chagrin que tout cela fut en vain, et qu'elle revient auprès de ses amis les mains vides. Quel malheur, et avec quelle légèreté il a été provoqué, surtout par K. Comme elles s'étaient toutes réjouies de cette robe. Elle semblait la garantie du succès, et lorsque, après coup, elles trouvèrent encore de la place pour un petit ruban, leur dernier doute s'évanouit. N'est-ce pas qu'elle est vraiment belle, cette robe? Elle est froissée et un peu tachée, maintenant. Pépi n'en avait pas d'autre, et elle avait dû la porter jour et nuit. Mais on voit encore comme elle est belle. Même la maudite fille Barnabas n'y réussirait pas mieux. Et on peut la serrer, et la desserrer en haut, et en bas, comme on veut. C'est une seule robe, mais du coup elle se prête à toutes sortes de transformations, avantage très réel qui était l'invention de Pépi. Il faut dire que ce n'est pas difficile de coudre pour elle. Pépi ne s'en vante pas. Tout va bien aux filles jeunes et en bonne santé. Il fut beaucoup plus difficile de trouver du linge et des souliers, et c'est là en fait que les choses commencèrent à aller de travers. Là aussi ses amis firent de leur mieux pour l'aider, mais elle ne pouvait pas grand-chose. Le linge qu'elle parvint à réunir et à raccommoder était grossier,
et au lieu de bottines à hauts talons, elle dut se contenter de chaussons, que l'on a plutôt envie de cacher que de montrer. On consola Pépi. Frida, elle non plus, n'était pas très bien habillée, et elle se promenait parfois dans une tenue si débraillée que les clients préféraient se faire servir par les garçons de l'hôtel. C'était bien vrai, mais Frida pouvait se le permettre. Elle jouissait déjà des faveurs et de la considération de tous. Lorsqu'une dame se montre dans une tenue sale et négligée, c'est d'autant plus séduisant. Mais chez une novice comme Pépi? D'ailleurs, Frida ne savait pas s'habiller, et elle n'a aucun goût. Quand on a un teint cireux, on est bien obligé de le garder, mais on n'est pas obligé, comme Frida, de mettre par-dessus le marché un chemisier couleur crème avec un décolleté plongeant, de sorte que tout ce jaune finit par faire mal aux yeux. Et en plus de tout cela, elle était trop avare pour bien s'habiller. Elle mettait de côté tout ce qu'elle gagnait. Personne ne savait pourquoi. Dans son travail, elle n'avait pas besoin d'argent. Elle se débrouillait avec des mensonges et des astuces. Exemple que Pépi ne pouvait ni ne voulait imiter. C'est pourquoi il fallait qu'elle se pare ainsi pour se mettre en valeur, surtout au début. Si elle avait eu des moyens plus puissants pour le faire, elle aurait emporté la victoire malgré toute la ruse de Frida et toute la sottise de K. D'ailleurs, les choses avaient très bien commencé. Elle connaissait déjà les 2 ou 3 ficelles du métier. À peine arrivée au bar, elle s'y était habituée. Personne ne regretta Frida dans ce travail. C'est seulement le 2e jour que plusieurs clients lui demandèrent où Frida était passée. Pépi n'avait commis aucune faute. L'aubergiste était satisfait. Ayant peur, il n'avait pas quitté le bar le 1er jour, mais ensuite il se contenta de passer de temps en temps, puis, voyant que les comptes tombaient justes, les recettes étaient même un peu plus fortes en moyenne qu'à l'époque de Frida, il finit par laisser Pépi s'occuper de tout. Elle introduisit quelques innovations. Frida, non par zèle mais par avarice, par désir de régner, par crainte de céder à qui que ce soit le moindre de ses droits, surveillait aussi les valets, en partie du moins, surtout lorsque quelqu'un regardait. Pépi, elle, confia entièrement ce travail aux garçons, qui d'ailleurs y sont bien plus aptes. Cela lui laissait plus de temps pour les salons réservés aux messieurs. Les clients étaient servis rapidement, et elle arrivait pourtant à échanger quelques mots avec chacun. À l'inverse de Frida, qui se consacrait soi-disant exclusivement à Clam, et qui considérait la moindre parole ou tentative d'approche venant de quelqu'un d'autre comme une offense envers Clam. Cela ne manquait certes pas d'habileté, car lorsqu'elle permettait à quelqu'un de l'aborder, c'était une faveur inouïe. Mais Pépi déteste ces procédés. D'ailleurs, on ne peut pas s'en servir au début. Pépi était gentil avec tout le monde, et tout le monde le lui rendait. Ils étaient tous visiblement satisfaits du changement. Lorsque, épuisés par le travail, les messieurs peuvent enfin s'asseoir un petit moment devant une bière, il suffit littéralement d'une parole, d'un regard, d'un haussement d'épaule pour les transformer. Tant de mains empressées caressaient ses cheveux bouclés que Pépi devait bien se recoiffer 10 fois par jour. Personne ne résiste à des bouclés à des nœuds pareils, pas même K, lui qui est d'ordinaire si distrait. Ainsi s'écoulèrent des journées passionnantes, laborieuses, mais très réussies. Si seulement elles n'étaient pas passées si vite, si seulement il y en avait eu quelques-unes de plus. 4 jours, c'est trop peu. Même si l'on s'épuise à la tâche, peut-être qu'une 5e journée aurait suffi, mais 4 jours, c'était trop peu. Certes, en 4 jours, Pépi s'était déjà fait des protecteurs et des amis. À en croire tous les regards, elle nageait dans un océan d'amitié lorsqu'elle entrait avec les échoppes de bière. Un rédacteur nommé Bratmeyer est fou d'elle. Il lui a fait cadeau de cette chaînette et de ce pendentif, où il a même eu l'effronterie d'inclure son portrait. Il y avait eu cela et d'autres choses encore, mais ce n'était que 4 jours. Si Pépi s'y emploie, on oublie presque Frida en 4 jours, mais pas complètement. Et on aurait fini par l'oublier, encore plus tôt peut-être, si elle n'avait pas pris la précaution de rester sur toutes les lèvres par ce grand scandale. Cela lui avait redonné de la nouveauté aux yeux des gens, et ils avaient envie de la revoir, par simple curiosité. K avait beau être parfaitement inintéressant par ailleurs, grâce à lui ce qu'ils avaient fini par trouver ennuyeux à mourir avait retrouvé son attrait. Certes, il ne l'aurait pas échangé contre Pépi, tant qu'elle était là et manifestait sa présence, mais pour la plupart ce sont des messieurs d'un certain âge, engoncés dans leurs habitudes. Même s'ils gagnent au change, il leur faut tout de même quelques jours pour s'habituer à une nouvelle serveuse de bar. Ils n'y peuvent rien s'il leur faut quelques jours. Peut-être 5 jours seulement. Mais 4, cela ne suffit pas. Pépi eut beau faire, elle exista toujours pour eux à titre provisoire. Et pour comble de malchance sans doute, Clam, pendant ces 4 jours, ne descendit pas dans la salle de l'auberge, alors qu'il était au village pendant les 2 premiers jours. S'il était venu, cela aurait été l'épreuve décisive pour Pépi. D'ailleurs, c'était l'épreuve qu'elle redoutait le moins. Au contraire, elle s'en réjouissait. Elle ne serait pas devenue, ce sont des choses qu'il vaut mieux ne pas aborder explicitement, la maîtresse de Clam, et elle ne s'en serait pas non plus donné l'air,
mais elle aurait au moins su poser la chope de bière sur sa table aussi joliment que Frida. Elle aurait su l'accueillir gentiment, et lui dire gentiment au revoir avec moins d'insistance que Frida. Et si Clam cherche quelque chose dans les yeux d'une jeune fille, il aurait trouvé de quoi se satisfaire pleinement dans les yeux de Pépi. Mais pourquoi n'était-il pas venu? Était-ce un hasard? C'est aussi ce que Pépi avait alors pensé. Pendant ces 2 jours, elle l'avait attendu à chaque instant, y compris la nuit. Clam est sur le point d'arriver, songeait-elle constamment, et elle courait dans tous les sens, sans autre motif que l'inquiétude de l'attente et le désir d'être la première à le voir entrer. Cette déception continuelle l'avait beaucoup fatiguée. Elle l'avait peut-être empêchée d'être aussi efficace qu'elle aurait pu l'être. Quand elle avait un peu de temps, elle montait en cachette jusque dans le couloir dont l'accès est strictement interdit au personnel, et elle attendait, tapie dans un réduit. Si seulement Clam se décidait à venir, songeait-elle, si seulement je pouvais aller chercher ce monsieur dans sa chambre et le descendre dans mes bras dans la salle de l'auberge. Je ne m'écroulerais pas sous ce fardeau, si lourd fût-il. Mais il n'était pas venu. Il règne un tel silence là-haut dans ces couloirs, on n'en a pas idée à moins d'y être allé. Il règne un tel silence qu'on ne tient pas très longtemps. On est chassé par le silence. Mais elle avait beau avoir été chassée 10 fois Pépi était remonté. C'était absurde. Si Clam voulait venir, il viendrait, mais s'il ne voulait pas venir, Pépi n'arriverait pas à la tirer hors de sa chambre, même si dans ce réduit son cœur battait si fort qu'elle étouffait à moitié. Pourtant c'était absurde, mais s'il ne venait pas, presque tout le reste devenait absurde. Et il n'était pas venu. Frida se serait follement amusée si elle avait pu voir Pépi là-haut dans ce réduit, les mains pressées contre son cœur. Clam n'était pas descendu parce que Frida l'avait interdit. Ce n'est pas à force de prières qu'elle y est parvenue. Ses prières n'arrivent pas jusqu'à Clam. Mais elle a des contacts, cette espèce d'araignée que personne ne soupçonne. Quand Pépi dit quelque chose à un client, elle le dit ouvertement, et la table voisine peut l'entendre. Frida n'a rien à dire. Elle pose la bière sur la table et s'en va. On entend seulement le froufrou de son jupon de soie, la seule chose qui lui coûte de l'argent. Mais si elle dit quelque chose à un client, au lieu de le faire ouvertement, elle chuchote, et se penche vers lui pour qu'à la table voisine, tout le monde dresse l'oreille. Ce qu'elle dit n'a sans doute aucune importance, mais pas toujours. Elle a des contacts qu'elle consolide les uns grâce aux autres, et si la plupart avortent, qui se préoccuperaient durablement de Frida, il y en a de temps en temps qui tiennent bon. Ces contacts, elle commença à s'en servir. Qu'à lui facilita la tâche, au lieu de rester auprès d'elle à la surveiller, il n'est presque jamais chez lui. Il va ici et là, il a des entretiens à droite et à gauche, il fait attention à tout, sauf à Frida. Et enfin, pour lui donner encore plus de liberté, il déménage de l'auberge du pont dans l'école vide. C'est un joli début pour une lune de miel. Pépi est bien la dernière qui reprochera à K de ne pas avoir supporté de vivre avec Frida. La vie est intenable avec elle. Mais alors pourquoi ne l'a-t-il pas abandonnée carrément? Pourquoi est-il sans arrêt retourné vers elle? Pourquoi par ses pérégrinations a-t-il donné l'impression de lutter pour elle? On aurait dit que le contact de Frida l'avait rendu conscient de sa propre nullité, qu'il voulait se rendre digne d'elle, qu'il voulait s'élever d'une manière ou d'une autre, et qu'il renonçait donc pour l'instant à rester auprès d'elle pour pouvoir ensuite se dédommager de ses privations. Entre-temps, Frida ne perd pas une minute. Elle est installée à l'école, ce qu'elle a sans doute suggéré à K, et elle observe l'auberge des messieurs, et observe K. Elle a d'excellents messagers sous la main, les assistants de K, dont ce dernier, c'est incompréhensible même en connaissant K, cela reste incompréhensible, lui laisse complètement disposer. Elle les envoie chez ses anciens amis, se rappelle à leurs souvenirs, se plaint d'être tenue prisonnière par un homme comme K. Elle les monte contre Pépi, annonce son renvoi prochain, demande leur aide, les conjure de ne rien dévoiler à Clam, fait comme s'il fallait le ménager, et donc surtout ne pas le laisser descendre au bar. Ce qu'elle fait passer aux yeux des uns pour le souci de ménager Clam, elle l'exploite à son bénéfice auprès de l'aubergiste. Elle lui signale que Clam a cessé de venir. Et comment pourrait-il venir lorsque c'est une simple Pépi qui sert au bar? L'aubergiste n'y est pour rien. Bien sûr, cette Pépi était encore la meilleure remplaçante disponible, mais elle ne suffit pas, même pour quelques jours. Toutes ces manigances de Frida, qu'elle les ignore. Quand il n'est pas ici et là, il reste couché à ses pieds sans se douter de rien, tandis qu'elle compte les heures qui la séparent encore du bar. Mais les assistants ne se contentent pas de lui servir de messager. Ils servent aussi à rendre K jaloux, à entretenir son ardeur. Frida connaît les messagers depuis qu'ils sont enfants. Ils n'ont sûrement plus aucun secret les uns pour les autres, mais en l'honneur de K,
Ils commencent à se désirer mutuellement, et K court maintenant le risque que cela devienne un grand amour. Et K fait tout pour plaire à Frida, même les choses les plus contradictoires. Il laisse les assistants le rendre jaloux, mais il tolère qu'ils restent tous les trois ensemble tandis qu'il part seul pour ses expéditions. On dirait presque qu'il est le troisième assistant de Frida. C'est alors que, forte de ce qu'elle a observé, Frida se décide enfin à frapper un grand coup. Elle décide de revenir. Et de fait, il est grand temps. C'est étonnant de voir avec quelle ruse Frida s'en aperçoit et en tire avantage. Sa puissance d'observation et de décision, c'est là où Frida est inimitable. Si Pépi le possédait, comme le cours de sa vie serait différent. Si Frida était restée encore 1 ou 2 jours à l'école, Pépi aurait été impossible à déloger. Et la voilà définitivement serveuse au bar, aimée et soutenue par tous, ayant gagné assez d'argent pour compléter avec éclat sa garde-robe. Encore 1 ou 2 jours, et aucune intrigue ne peut plus éloigner Clam de la salle de l'auberge. Il vient, il boit, il se sent à son aise, et à supposer qu'il remarque même l'absence de Frida, il est ravi de la transformation. 1 ou 2 jours encore, et Frida, avec son scandale, ses contacts, les assistants et tout le reste, a sombré dans l'oubli, pour ne plus jamais en sortir. Peut-être alors qu'elle pourrait se cramponner d'autant plus à K, et si elle en est capable, apprendre à vraiment l'aimer. Non, cela aussi c'est impossible. Car il ne faut pas plus d'1 jour à K pour se dégoûter d'elle, pour se rendre compte qu'elle le trompe effrontément, de toutes les manières, avec sa prétendue beauté, sa prétendue fidélité, et surtout avec le prétendu amour de Clam. Il lui faut 1 jour de plus, pas davantage, pour la chasser de la maison, elle et sa répugnante smala d'assistant. Quand on y songe, même K n'a pas besoin de plus longtemps. Et là, entre ces 2 périls, alors que la tombe semble littéralement en train de se refermer sur elle, K est assez naïf pour lui ménager une dernière échappatoire, où elle s'engouffre. Soudain, presque personne ne s'y attendait tant c'est contre nature. Soudain c'est elle qui chasse K, alors qu'il l'aime et qu'il est toujours à ses trousses, et qui, grâce à la pression de ses amis et de ses assistants, se présente à l'aubergiste comme celle qui va sauver la situation. Encore plus séduisante qu'avant à cause du scandale qui l'accompagne, convoitée, elle l'a prouvé, par les plus humbles et les plus grands, ayant succombé un bref instant à un inférieur, mais ne tardant pas à le repousser comme il convient, et de nouveau, inaccessible à lui et à tous les autres, comme auparavant, à cela près qu'auparavant, on avait raison de douter de tout cela, alors que maintenant, on en est de nouveau convaincu. Donc elle revient. L'aubergiste jette en passant un regard à Pépi. Il hésite. Doit-il la sacrifier alors qu'elle a si bien fait ses preuves? Mais il est vite persuadé. Il y a trop d'arguments en faveur de Frida, et surtout, elle ramènera Clam dans la salle de l'auberge. Voilà où nous en sommes ce soir. Pépi n'attendra pas que Frida vienne et fasse un triomphe de son retour dans ses fonctions. Elle a déjà remis la caisse à la patronne, elle peut partir. Son lit, celui du bas, est prêt dans la chambre avec les autres filles. Elle entrera, ses amis en pleurs la salueront. Elle arrachera la robe qu'elle a sur le corps, les rubans qu'elle a dans les cheveux, et elle fourrera tout dans un coin à l'abri des regards pour ne pas lui rappeler inutilement une période qui doit rester oubliée. Puis elle prendra le grand seau et le balai. Elle serrera les dents et se mettra au travail. Mais en attendant, Pépi devait tout raconter à K pour lui faire comprendre combien il a mal agi envers elle et l'a rendue malheureuse, puisque sans son aide, il ne s'en serait pas encore rendu compte même à présent. Il est vrai qu'on s'est constamment servi de lui aussi dans toute cette histoire. Pépi avait terminé. En reprenant son souffle, elle essuya quelques larmes dans ses yeux et sur ses joues, et regarda K en hochant la tête, d'un air de dire qu'au fond, ce n'était pas de son malheur qu'il s'agissait. Elle le supporterait, et elle n'avait pour cela besoin de l'aide ni de la consolation de personne, et encore moins de K. Elle connaissait la vie, malgré sa jeunesse, et son malheur confirmait simplement ce qu'elle savait déjà. Mais c'était de K qu'il s'agissait. C'est à lui qu'elle avait voulu tendre un miroir. Même après avoir vu tous ses espoirs s'effondrer, elle avait jugé cela nécessaire. « Quelle folle imagination tu as, dit K. Ce n'est absolument pas vrai, Pépi, que tu viens de découvrir toutes ces choses. Ce sont des rêves sortis de la chambre étroite et obscure que tu partages en bas avec les autres filles. Ils sont à leur place là-bas, mais ici, dans cette salle spacieuse, ils détonnent singulièrement. Il est évident qu'avec de pareilles idées tu ne pouvais pas t'affirmer ici. Déjà ta robe et ta coiffure dont tu es si fier n'ont pu surgir qu'à partir de cette obscurité et de ces lits de votre chambre. Elles sont sans doute très jolies là-bas, mais ici tout le monde en rit ouvertement ou en cachette. Et que me racontes-tu encore? On s'est servi de moi, on m'a trompé, dis-tu. Non, cher Pépi,
pas plus qu'on ne t'a abusé ou qu'on ne t'a trompé. C'est vrai, pour le moment Frida m'a quitté, ou comme tu dis, elle a filé avec un des assistants. Tu entrevois une étincelle de vérité. Et il y a également très peu de chances à présent qu'elle devienne ma femme. Mais quant à dire que je me serais dégoûté d'elle, ou que je l'aurais chassée dès le lendemain, ou qu'elle m'aurait trompé, comme une femme trompe peut-être d'ordinaire un homme, rien n'est plus faux. Vous autres femmes de chambre, vous avez l'habitude d'espionner par le trou de la serrure, et cela vous donne une tournure d'esprit qui vous fait tirer des conclusions aussi grandioses qu'erronées à partir du petit détail que vous apercevez. Du coup, comme par exemple dans le cas présent, j'en sais beaucoup moins long que toi. Je suis loin de pouvoir expliquer avec autant de précision pourquoi Frida m'a quitté. L'explication la plus probable me semble aussi être celle que tu as simplement effleurée sans aller plus loin, à savoir que je l'ai négligée. C'est vrai, hélas, je l'ai négligée, mais c'était pour des raisons particulières qu'il n'y a pas lieu d'évoquer ici. Je serais heureux qu'elle revienne vers moi, mais je recommencerai aussitôt à la négliger. C'est comme ça. Quand elle était auprès de moi, j'étais toujours à faire ses pérégrinations, comme tu le disais en te moquant. Maintenant qu'elle est partie, je suis presque oisif, je suis fatigué. J'aspire à une oisiveté toujours plus complète. N'as-tu aucun conseil à me donner, Pépi? Si, dit Pépi en s'animant soudain et en saisissant K par les épaules. Nous avons tous les deux été trompés. Restons ensemble. Descends avec moi chez les filles. Tant que tu te plaindras d'avoir été trompé, dit K, je ne pourrai pas m'entendre avec toi. Tu veux toujours qu'on t'ait trompé, parce que cela te flatte et t'attendrit. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas faite pour ce poste. Et il faut que ton inaptitude saute aux yeux pour que même moi qui suis à ton avis Pardon. Je reprends cette phrase. Et il faut que ton inaptitude saute aux yeux pour que même moi qui suis à ton avis d'une totale ignorance, j'en sois conscient. Tu es une brave fille, Pépi, mais on a du mal à s'en rendre compte. Moi, par exemple, je te jugeais cruelle et arrogante. Mais tu n'es pas comme ça. C'est juste ce poste qui te fait tourner la tête. Parce que tu n'es pas faite pour lui. Je ne veux pas dire qu'il soit trop élevé pour toi. Après tout, il n'a rien de si extraordinaire. Peut-être, à bien y regarder, est-il un peu plus honorable que ton précédent poste, mais globalement la différence n'est pas grande. Ils se ressemblent tellement qu'ils sont presque interchangeables. On pourrait même avancer qu'il vaut mieux être femme de chambre qu'au bar, car à l'étage, on est toujours parmi les secrétaires, tandis qu'ici, même si l'on peut servir leur supérieur hiérarchique dans les salons particuliers, il faut aussi s'accommoder de gens très subalternes, comme moi par exemple. En effet, je n'ai le droit de fréquenter que le bar. Serait-ce donc l'honneur suprême de pouvoir frayer avec moi? Bon, c'est ce que tu crois, et peut-être que tu as tes raisons. Mais voilà pourquoi tu n'es pas à ta place. C'est un poste comme un autre, mais pour toi c'est le royaume des cieux. Du coup tu pèches constamment par excès de zèle. Tu te pares comme tu penses que le font les anges, mais en réalité ils sont différents. Tu trembles pour ce poste, tu as l'impression d'être sans cesse persécuté, tu cherches à conquérir par des excès d'amabilité tous ceux qui te semblent susceptibles de te soutenir. Mais ce faisant tu les déranges et tu les rebutes, car c'est la paix qu'ils recherchent à l'auberge, et non que les soucis des serveuses du bar viennent s'ajouter aux leurs. Il se peut qu'après le départ de Frida, aucun des clients importants n'ait remarqué l'événement. Mais aujourd'hui ils sont au courant, et ils ont vraiment la nostalgie de Frida, car il ne fait aucun doute qu'elle menait son affaire très différemment. Quelle que soit par ailleurs sa nature et le prix qu'elle attachait à son poste, elle était très expérimentée dans son service, très contrôlée et maîtresse d'elle-même. Tu le soulignes toi-même, quoique tu n'en tires aucune leçon. As-tu jamais observé son regard? Ce n'était déjà plus le regard d'une serveuse de bar, c'était presque celui d'une patronne. Elle voyait à la fois tout l'ensemble et chaque individu, et le regard qui lui restait pour les individus était encore assez fort pour les soumettre. Qu'importe si elle était un peu maigre, pas toute jeune, et si on aurait pu imaginer une chevelure plus opulente. Ce sont des broutilles par rapport à ce qu'elle possédait vraiment, et être gêné par ses défauts, c'était simplement démontrer qu'on n'avait pas le sens des priorités. On ne peut sûrement pas reprocher cela à Clam, et seul ton point de vue erroné de jeune fille inexpérimentée t'empêche de croire à son amour pour Frida. Clam te semble à juste titre inaccessible, et du coup, tu crois que Frida, elle non plus, n'aurait pas pu l'approcher. Tu te trompes. Je me fierais là-dessus à la simple parole de Frida, même si je n'avais pas de preuves irrécusables. Si incroyable que cela te paraisse, et si incompatible que cela soit avec l'idée que tu te fais du monde, des fonctionnaires, de l'élégance et des effets de la beauté féminine, c'est pourtant vrai. Tout comme nous sommes assis l'un à côté de l'autre, et que je tiens ta main dans les miennes. Clam et Frida, eux aussi, se sont sans doute assis l'un à côté de l'autre, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et il descendait de lui-même, il se dépêchait même de descendre. Personne ne le guettait dans le couloir en négligeant son travail. Clam devait lui-même faire l'effort de descendre, et les imperfections vestimentaires de Frida
qui t'aurait horrifié, ne le dérangeait nullement. Tu refuses de la croire, et tu ne sais pas combien tu t'exposes ainsi, combien tu montres ton inexpérience. Même sans rien savoir des rapports de Frida avec l'âme, on serait forcé de reconnaître que sa façon d'être a été modelée par un être très supérieur à toi, à moi, et à tous les habitants du village, et que ces distractions dépassent les plaisanteries d'usage entre clients et serveuses qui semblent être le but de ton existence. Mais je suis injuste envers toi, car tu reconnais fort bien les qualités de Frida, tu as repéré son don de l'observation, sa faculté de décision, son influence sur les gens. Simplement, tu interprètes tout de travers. Tu crois qu'égoïstement elle exploite tout à son avantage, dans l'intention de nuire, ou comme arme contre toi. Non, Pépi. Même si elle avait ce genre de flèches, elle ne pourrait les décocher à si faible distance. Et son égoïsme, on pourrait plutôt dire qu'elle a sacrifié ce qu'elle possédait et ce qu'elle était en droit d'attendre pour nous fournir à tous deux l'occasion de faire nos preuves dans un poste plus élevé, mais que nous l'avons déçue, et que nous l'avons tous deux forcée à revenir ici. J'ignore si c'est le cas. Je ne vois pas non plus en quoi consiste ma faute, mais, en me comparant avec toi, c'est l'idée qui me vient. On dirait que nous nous sommes tous deux trop démenés, avec trop de bruit, de naïveté, d'inexpérience, pour atteindre ce que l'on obtient facilement et sans se faire remarquer. Par exemple avec le calme et le sens pratique de Frida. Nous avons pleuré, griffé, tiré, comme un enfant qui tire sur la nappe sans rien y gagner, car en renversant toutes ces merveilles, il se les rend à tout jamais inaccessibles. J'ignore s'il en est ainsi, mais que ma version soit meilleure que la tienne, j'en suis certain. Je veux bien, dit Pépi. Tu es amoureux de Frida parce qu'elle t'a planté là. Il n'est pas difficile d'être amoureux d'elle une fois qu'elle est partie. Mais comme tu voudras. Admettons que tu aies raison sur tout, même lorsque tu te moques de moi. Que vas-tu faire à présent? Frida t'a quitté. Ni dans mon interprétation, ni dans la tienne, tu n'as d'espoir qu'elle te revienne. Et même au cas où elle reviendrait, il faut que tu loges quelque part en attendant, il fait froid. Et tu es sans travail et sans lit. Viens chez nous. Mes amis te plairont. Nous veillerons à ton confort, tu nous aideras dans notre travail, qui est vraiment trop difficile pour des jeunes filles seules. Nous pourrons nous autres compter sur quelqu'un, et nous n'aurons plus peur la nuit. Viens chez nous. Mes amies, elles aussi, connaissent Frida. Nous te raconterons des histoires sur elle jusqu'à ce que tu en aies par-dessus la tête. Viens donc. Nous avons aussi des portraits de Frida, et nous te les montrerons. Autrefois, Frida était encore plus insignifiante qu'aujourd'hui, tu la reconnaîtras à peine, à part peut-être ce regard aux aguets qu'elle avait déjà à l'époque. Alors, vas-tu venir? C'est donc permis? Hier, il y a eu un grand scandale parce qu'on m'a attrapé dans votre couloir. Parce qu'on t'a attrapé. Mais si tu es chez nous, on ne t'attrapera pas. Personne ne saura que tu es là, à part nous trois. Oh, comme ce sera amusant! La vie là-bas me paraît déjà beaucoup plus supportable qu'il y a encore un instant. Peut-être que je ne perdrai pas tant à devoir partir d'ici. Écoute, à trois déjà nous ne nous sommes jamais ennuyés. Il faut bien adoucir l'amertume de la vie, puisqu'on nous la rend amère dès notre jeunesse pour que nous ne soyons pas des enfants gâtés. Toutes les trois nous nous serrons les coudes. Nous vivons là-bas aussi agréablement qu'il est possible. Tu aimeras surtout Henriette, mais aussi Émilie. Je leur ai déjà parlé de toi. Là-bas on écoute ce genre d'histoire d'une oreille incrédule, comme s'il ne pouvait rien se passer à l'extérieur de la chambre. On y est à l'étroit et au chaud, mais nous nous serrons encore plus les unes contre les autres, et nous avons beau ne pas avoir d'autres ressources que nous-mêmes, nous ne sommes pas fatigués les unes des autres. Au contraire, quand je pense à mes amis, je suis presque contente de revenir. Pourquoi irais-je plus loin qu'elles? Ce qui nous unissait, c'était que notre avenir à toutes les trois était bouché, et quand moi j'ai percé, je me suis trouvé séparé d'elles. Bien sûr, je ne les ai pas oubliées, et mon premier souci a été de voir comment je pourrais faire quelque chose pour elles. Ma position était encore incertaine. À quel point je l'ignorais. Et déjà je parlais d'Henriette et d'Émilie à l'aubergiste. Au sujet d'Henriette, il n'était pas complètement intraitable, mais pour Émilie, qui est beaucoup plus âgée que moi, elle a à peu près l'âge de Frida, il ne m'a donné aucun espoir. Pourtant, figure-toi qu'elles ne veulent pas partir. Elles savent que c'est une existence misérable qu'elles mènent là-bas, mais elles s'y sont résignées, ces bonnes âmes. Je crois que, si elles ont versé des larmes au moment des adieux, c'était surtout de me voir obligé de quitter notre chambre commune, de sortir dans le froid, là-bas, tout ce qui est en dehors de la chambre nous paraît froid, et de me débattre avec de grands personnages inconnus dans des grandes salles inconnues, uniquement pour gagner ma vie, ce que j'arrivais à faire aussi bien quand nous vivions ensemble. Elles ne seront sans doute pas surprises de me voir revenir, et si elles pleurent un peu, et si elles se lamentent sur mon sort, ce sera juste pour me faire plaisir. Mais ensuite, elles te verront, et elles diront que finalement mon absence a eu du bon. Elles seront contentes que nous ayons un homme pour nous aider et nous protéger, et tout à fait enchantées de devoir garder le secret.
car ce secret nous liera encore plus étroitement qu'auparavant. Viens, je t'en prie, viens chez nous. Tu n'auras aucune obligation. Tu ne seras pas toujours prisonnier de notre chambre comme nous. Quand viendra le printemps, et si tu trouves ailleurs de quoi te loger, et que tu ne te plais plus chez nous, tu pourras partir. À condition de continuer à garder le secret, et de ne pas aller nous trahir, car ce serait notre dernière heure à l'auberge des messieurs. Et entre-temps, bien sûr, tant que tu seras chez nous, tu devras être prudent, ne te montrer nulle part où nous verrons un danger, et suivre tous nos conseils. C'est la seule chose qui te lie, et d'ailleurs, tu as autant à y gagner que nous. Mais pour le reste, tu es parfaitement libre. Le travail que nous t'attribuerons ne sera pas difficile. Ne t'inquiète pas. Alors, tu viens ? Combien de temps reste-t-il jusqu'au printemps ? Demanda K. Jusqu'au printemps ? Répéta Pépi. L'hiver dure longtemps chez nous. C'est un hiver très long et monotone. Mais en bas, nous ne nous en plaignons pas, nous sommes à l'abri de l'hiver. Enfin, le printemps et l'été finissent aussi par venir, et il y a aussi un temps pour eux, mais, dans le souvenir, le printemps et l'été semblent si brefs qu'on dirait qu'ils ne durent guère plus de 2 jours. Et même pendant la plus belle de ces journées, il neige encore parfois. À ce moment, la porte s'ouvrit. Pépi sursauta, ses pensées l'avaient trop éloigné du bar, mais ce n'était pas Frida, c'était la patronne. Elle fit semblant d'être étonnée de trouver K encore là. K s'excusa en disant qu'il l'attendait, et en même temps il la remercia d'avoir eu la permission de passer la nuit sur place. La patronne ne comprenait pas pourquoi K l'attendait. K dit qu'il avait l'impression que la patronne voulait encore lui parler. Il la pria de l'excuser s'il avait fait erreur, d'ailleurs il devait partir, car il n'avait que trop longtemps abandonné l'école où il était concierge. C'était la convocation de la veille qui était responsable de tout. Il avait encore trop peu d'expérience de ces choses, mais jamais plus il n'infligerait à la patronne les désagréments de la veille. Et il s'inclina pour prendre congé. La patronne le regarda comme si elle était en train de rêver. Ce regard le retint plus longtemps qu'il ne le voulait. Elle fit un léger sourire, et seul, pour ainsi dire, le visage éberlué de K la réveilla. On eût dit qu'elle attendait qu'il réponde à son sourire, et qu'elle venait de se réveiller parce que la réponse ne venait pas. Il me semble qu'hier, tu as eu l'impertinence de dire quelque chose... Pardon, je me trompe de personnage. Il me semble qu'hier, tu as eu l'impertinence de dire quelque chose sur ma robe. K n'en avait aucun souvenir. Tu ne te souviens pas ? À l'impertinence vient donc s'ajouter la lâcheté. K s'excusa en invoquant sa fatigue de la veille. Il était fort possible qu'il ait dit des bêtises hier. En tout cas, il ne s'en souvenait plus. Du reste, qu'aurait-il pu dire des vêtements de madame la patronne ? Qu'il n'en avait encore jamais vu d'aussi beaux ? En tout cas, il n'avait encore jamais vu de patronne travailler dans de pareils vêtements. Trêve de remarques, dit sèchement la patronne. Je ne veux plus t'entendre dire un seul mot sur mes robes. Tu n'as pas à t'en soucier. Je te l'interdis une fois pour toutes. K s'inclina de nouveau et se dirigea vers la porte. Qu'est-ce que ça veut dire ? S'écria la patronne derrière lui. Que tu n'as pas encore jamais vu de patronne travailler dans de pareilles robes. À quoi servent ces remarques absurdes ? C'est parfaitement absurde. Qu'est-ce que tu veux dire ? K se retourna et pria la patronne de ne pas s'énerver. Bien sûr que sa remarque était absurde. D'ailleurs, il ne connaissait rien aux robes. Dans sa situation, qu'importe quel vêtement propre et non rapiécé paraissait somptueux. Il s'était juste étonné de voir madame la patronne là-bas, dans le couloir, en pleine nuit, parmi tous ces hommes à peine habillés, apparaître dans une aussi jolie robe du soir. Voilà tout. Tu sembles donc enfin te souvenir de ta remarque d'hier, dit la patronne. Et tu y ajoutes de nouvelles insanités. Tu ne connais rien aux robes, c'est vrai. Mais alors, je te le demande une fois pour toutes, abstiens-toi de tout jugement sur des robes somptueuses ou sur des tenues de soirée inadaptées, et ainsi de suite. De toute façon, et elle fut comme parcourue d'un frisson, je te prie de ne plus te soucier de mes robes, tu entends ? Et voyant K sur le point de se détourner en silence, elle lui demanda. Depuis quand t'y connais-tu en robe ? K haussa les épaules et dit qu'il ne connaissait rien. Tu n'y connais rien, dit la patronne. Alors ne prétends pas t'y connaître. Viens dans le bureau, je vais te montrer quelque chose. J'espère qu'ensuite tu renonceras pour toujours à tes impertinences. Elle franchit la porte devant lui. Pépi s'élança vers K. Sous prétexte qu'il lui devait de l'argent, ils se mirent rapidement d'accord. Ce fut très facile, car K connaissait la cour dont le portail ouvrait sur la rue transversale. À côté de ce portail, il y avait un petit portillon. Pépi s'y trouverait d'ici 1 heure environ, et elle l'ouvrirait lorsqu'elle entendrait frapper 3 coups. Le bureau des patrons était en face du bar. Il n'y avait qu'à traverser l'entrée. La patronne était déjà dans le bureau éclairé et elle accueillit K d'un regard impatient. Mais il y eut une nouvelle interruption. Gerstecker attendait dans l'entrée et voulait parler à K.
Il ne fut pas facile de se débarrasser de lui. La patronne elle-même vint à la rescousse en reprochant à Gerstecker son indiscrétion. « Où ça? Où ça ?» l'entendit-on crier encore derrière la porte close, et ses paroles étaient désagréablement entrecoupées de soupirs et de quintes de toux. C'était une petite pièce surchauffée. Sur les petits côtés de la pièce, il y avait le long des murs un pupitre-comptoir et une caisse en fer, et contre les deux autres murs se trouvait une armoire et un canapé. C'était l'armoire qui tenait le plus de place, non seulement parce qu'elle occupait toute la longueur du mur, mais parce qu'elle était si profonde qu'elle rétrécissait beaucoup la pièce. Il fallait 3 portes coulissantes pour l'ouvrir complètement. La patronne fit signe à K de s'asseoir sur le canapé, et elle s'assit sur le fauteuil pivotant près du pupitre. « Tu n'as jamais appris à coudre ?» demanda la patronne. « Non, jamais, » dit K. « Mais qu'es-tu en réalité ?»« Arpenteur. »« Et qu'est-ce que c'est ?» K lui expliqua. Son explication la fit bâiller. « Tu ne dis pas la vérité. Pourquoi ne dis-tu pas la vérité ? Toi non plus tu ne la dis pas. Moi ? Tu recommences tes impertinences. Et même si je ne dis pas la vérité, est-ce que j'ai des comptes à te rendre ? Et en quoi est-ce que je ne dis pas la vérité ? Tu n'es pas une simple patronne comme tu le prétends. Ça par exemple, mais tu en fais des découvertes. Et que suis-je d'autre ? Ton impertinence commence vraiment à dépasser les bornes. Je ne sais pas ce que tu es d'autre. Je vois seulement que tu es patronne et que tu portes des robes qui ne conviennent pas à une patronne, et comme personne d'autre n'en porte ici au village à ma connaissance. Nous voici donc au fond du problème. Tu ne peux pas t'en cacher. Peut-être que tu n'es pas impertinent, tu es juste comme un enfant qui sait une idiotie et que rien ne peut persuader de se taire. Mais parle donc. Qu'est-ce que ces robes ont de particulier ? Tu vas te fâcher si je le dis. Tu vas te fâcher si je te le dis. Non, j'en rirai, car ce seront des enfantillages. Alors, comment sont mes robes ? Tu tiens à le savoir ? Eh bien, elles sont en beau tissu, fort précieux, mais vieillottes, surchargées, trop souvent retouchées et usées. Elles ne conviennent ni à ton âge, ni à ta silhouette, ni à ta position. Elles m'ont frappé la première fois que je t'ai vu, il y a environ une semaine ici dans l'entrée. C'est donc cela. Elles sont vieillottes, surchargées, et quoi d'autre encore ? Et d'où tiens-tu tout cela ? Je le vois de mes propres yeux. Il n'y a pas besoin d'être instruit pour cela. Tu le vois, un point c'est tout. Tu n'as besoin de te renseigner nulle part, et tu connais immédiatement les exigences de la mode ? Mais ce que je ne vais plus pouvoir me passer de toi, car j'ai en effet un faible pour les belles robes. Et que diras-tu en voyant que cette armoire est pleine de vêtements ? Elle fit coulisser les portes, et l'on vit toute une série de robes serrées les unes contre les autres, occupant toute la longueur et la largeur de l'armoire, sombres, grises, marron et noires pour la plupart, toutes soigneusement suspendues et dépliées. Voici mes robes, toutes vieillottes et surchargées selon toi. Et ce sont seulement les robes que je n'arrive pas à caser en haut, dans ma chambre. J'y ai encore 2 armoires pleines, 2 armoires, chacune presque aussi grande que celle-ci. Cela t'étonne ? Non, je m'attendais à quelque chose de ce genre. D'ailleurs, je disais que tu n'es pas une simple patronne. Tu vises autre chose. Je vise seulement à bien m'habiller, et toi tu es soit un imbécile, soit un enfant, à moins que tu ne sois un très méchant et très dangereux personnage. Et maintenant va-t'en, dépêche-toi !» K était déjà dans l'entrée, et Gerstecker l'avait de nouveau saisi par la manche, lorsque la patronne cria derrière lui. « Demain je reçois une nouvelle robe, peut-être que je t'enverrai chercher !» Gesticulant avec colère et brandissant la main comme pour faire taire de loin la patronne qui le dérangeait, Gerstecker invita K à le suivre. Il commença par refuser de lui donner plus amples explications. Lorsque K protesta qu'il devait se rendre à l'école, il y fit à peine attention. C'est seulement lorsque K refusa de se laisser entraîner que Gerstecker lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il trouverait chez lui tout ce dont il aurait besoin, et qu'il pouvait abandonner son poste de concierge à l'école, pourvu qu'il se décide à venir. Gerstecker avait passé toute la journée à l'attendre, et sa mère ne savait pas où il était. Lui cédant lentement, K lui demanda combien il voulait en échange du lit et du couvert. Gerstecker se contenta de lui répondre vaguement qu'il avait besoin de K pour l'aider à soigner les chevaux, car il avait d'autres occupations, mais qu'il priait K de bien vouloir arrêter de se faire tirer ainsi et de lui compliquer inutilement la tâche. Et s'il voulait aussi un salaire, il lui en donnerait un. Cependant, K s'arrêta, malgré les efforts de Gerstecker pour le tirer. C'est qu'il n'entendait rien aux chevaux. Ce n'était pas nécessaire, fit Gerstecker avec impatience, et terriblement contrarié. Il joignit les mains pour inciter K à le suivre. « Je sais pourquoi tu veux me prendre avec toi, » dit enfin K. Gerstecker se moquait de ce qu'il savait.
Parce que tu crois que je pourrais obtenir quelque chose pour toi auprès d'Erlanger. Bien sûr, dit Garstecker. Pourquoi m'intéresserais-tu autrement? K éclata de rire. Il se cramponna au bras de Garstecker et se laissa guider à travers les ténèbres. Dans la petite maison de Garstecker, la salle avait pour seul éclairage la faible lueur du foyer et un bout de chandelle, la lumière de laquelle recroquevillait dans un réduit sous les solives qui sortaient du mur à l'oblique. Quelqu'un lisait un livre. C'était la mère de Garstecker. Elle tendit à K une main tremblante et le fit asseoir à côté d'elle. Elle parlait avec difficulté. On avait du mal à la comprendre. Mais ce qu'elle dit... Et c'est la fin du chapitre 25 et de ce roman inachevé. C'est la fin du roman Le Château de Franz Kafka. Nous passons à l'outro de ce live, chers amis. Waouh. Je crois que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas lu autant d'un seul tenant. Ça doit dater des vieilles lectures de Frankenstein ou Dracula. Bon, non, j'exagère parce que Dracula, c'était ma toute première lecture, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu une aussi longue période de temps. C'était sportif, bon, ça va. Je pense m'en être pas trop mal sorti. Autant la dernière fois, j'avais eu quelques difficultés. Autant ce soir, je me suis senti plutôt à l'aise à la lecture. Et ça vient aussi, je pense, du fait que ce chapitre est assez différent de tout le reste. C'est marrant parce qu'il y a vraiment beaucoup de chapitres qui ont des nuances différentes dans l'œuvre de Kafka, je trouve. Et là, pareil, le style d'écriture change totalement puisque on a eu une très longue période de ce chapitre où c'était grosso modo un monologue de Pépi, sauf que ça n'a pas été mis en discours direct, ça n'a pas été mis en discours direct, donc c'est-à-dire avec des guillemets, etc. C'était en narration. Et d'ailleurs, à la base, je trouve qu'il y a beaucoup de moments, et c'est peut-être une particularité du coup de ce passage, mais il y a beaucoup de moments où on savait pas si c'était le narrateur qui faisait des commentaires ou si c'était Pépi qui avait fait ses commentaires à K, j'allais dire à Kafka, lapsus. Mais du coup, j'ai trouvé ce chapitre très différent et très intéressant et très très cool pour terminer cette œuvre, même si, encore une fois, c'est une œuvre inachevée, donc on n'a pas vraiment la fin et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est assez triste. En vrai, on a l'air d'être assez loin du dénouement en plus. J'ai l'impression que potentiellement, le bouquin aurait pu durer beaucoup plus longtemps encore. Et il y avait beaucoup de choses dans ce chapitre. En même temps, il faisait 30 pages. C'était un bon gros chapitre. Et du coup, bonsoir Kilala Kawaii, bienvenue sur ce live, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Et ton message me fait beaucoup trop d'honneur, merci pour les compliments. Mais du coup, ouais, c'était très cool. Tout ce chapitre avec tout ce passage avec Pépi était grave intéressant parce que du coup, ça nous mettait vraiment dans un axe différent. On pouvait vraiment observer toute l'histoire depuis le début quasiment, d'une manière tout à fait différente, un petit peu décalée sur le côté. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et je trouve pas que ça soit quelque chose qu'on voit beaucoup dans les œuvres littéraires. Donc je trouve ça très intéressant que d'un seul coup, un personnage pendant un chapitre réinterprète tous les événements du bouquin en montrant que du coup c'était pas sincère, que c'était de la manipulation, etc., etc. Alors bien sûr, c'est la version de Pépi. Visiblement, K ne l'a pas cru d'ailleurs. Mais c'est vraiment super intéressant, je trouve, ce procédé. Et du coup, on peut vraiment se demander si Frida, en effet, a été totalement manipulatrice, etc. Et vu que il n'y a pas de suite, eh ben, on peut être encore plus guaqué, on peut encore plus se dire merde, ça allait être quoi la suite si ça se trouve. Il y avait vraiment un complot entre guillemets organisé par Frida. Si ça se trouve, c'était vraiment entre guillemets un cerveau. Pareil, à la fin, le passage avec la patronne sur la robe, je suis en mode, mais c'est quoi ce délire d'un seul coup? Enfin, j'ai l'impression que ça pop de nulle part, et en même temps, j'ai l'impression que ça aurait pu être un point névralgique pour le reste de l'œuvre. J'ai l'impression que, de ce point
un film aurait pu découler beaucoup de choses et que peut-être justement K aurait découvert, alors je sais pas là, j'affabule totalement, mais peut-être que K aurait découvert justement que c'était en fait Clam, ça aurait été marrant qu'en fait la patronne ça soit Clam, ou que la patronne en effet cherche à gravir les échelons, etc. De toute manière, dans ce chapitre, en fait ce chapitre je trouve résume extrêmement bien la vision globale du texte, c'est-à-dire une vision où tout le monde pense à sa gueule, et tout le monde pense à ses relations dans le but de les amener quelque part. Ils ont tous des idées derrière la tête. Que ce soit là la patronne qui... On sent quand même, à sa manière de revenir toujours demander l'avis de K, alors qu'elle dit qu'elle s'en fiche. C'est vraiment... Quoi, tu dis que ma robe est dégueulasse? Je m'en fous, tu n'y connais rien, Nina. Attends, mais t'as dit que ma robe était dégueulasse? Tu voulais entendre quoi par là? Non, mais je m'en fous, tu n'y connais rien. Attends, mais tu es sûr que tu n'aimes pas ma robe? Bah, il y a vraiment un délire hyper particulier, mais hyper sympa. Et je trouve que, voilà, la patronne, on dirait qu'elle a quelque chose à cacher. Gerstaker, il le cache même pas. K lui dit ah, mais en fait, tu cherches juste à entrer en contact avec Erlanger par mon intermédiaire. Et il répond bah ouais, sinon à quoi tu m'intéresserais? Enfin, c'est insane. Et encore une fois, bah pareil, Pépi. Donc ça fait 3 personnages qui témoignent de ça dans ce chapitre. Pépi qui raconte comment les intrications des relations de chacun a fait qu'elle a été en quelque sorte promue serveuse du bar et que voilà, ça a changé totalement sa vie et que au contraire ça l'a aussi fait rétrograder entre guillemets ensuite et traîner dans la boue en quelque sorte. Donc c'est assez fascinant et je trouve que ce chapitre est très parlant en cela qu'il montre bien que l'œuvre complète ne parle que de gens qui sont entre guillemets matrixés par le système et qui perdent un petit peu de leur humanité si on peut dire juste pour essayer de mieux se placer dans la société, d'être mieux vu. Il y a aussi beaucoup, voilà, il y a aussi beaucoup ça, hein, il y a aussi beaucoup le regard. Pépi, elle en parlait énormément. Cette idée de regard, de comment les gens parlent des gens, comment les gens perçoivent les gens. D'ailleurs, K qui continue à être, je trouve, un héros très particulier parce que il est pas sympathique, il est antipathique, il est méchant. Enfin, je pense pas qu'il soit méchant fondamentalement, mais disons, il est tellement franc et sans embâge que parfois on se dit ah, il est à la limite de la cruauté quoi. Et là à faire descendre Pépi de son étage en disant non mais tu t'inventes une vie meuf, t'es juste naze. Enfin bon, j'exagère, mais c'est ouais, ce texte est assez dur quand même. Il y a vraiment une dureté froide, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas dur parce que c'est larmoyant ou parce que c'est sanglant, gore, brut ou voilà. C'est dur parce que les relations sont très froides entre tout le monde. Tout le monde essaie de profiter de tout le monde pour avancer dans la société. Enfin, plein de choses. Enfin, ouais. Il y a vraiment énormément de choses dans ce roman que j'ai trouvé très très cool et donc je suis très heureux d'avoir lu Le Château de Franz Kafka en votre compagnie. On avait déjà lu La Métamorphose, donc si la lecture du château vous a plu, vous pourrez trouver un live sur la nouvelle La Métamorphose de Franz Kafka. C'est un live qu'on a fait, enfin c'est une lecture qu'on a fait que sur un live, donc voilà, c'est très rapide et c'est vraiment cool aussi. C'était vraiment d'un autre genre, donc je suis d'autant plus content parce que on a lu 2 œuvres de Kafka qui étaient vraiment radicalement différentes et qui pourtant croisent de loin les mêmes sujets, c'est-à-dire cette espèce d'absurdité du travail, cette espèce d'absurdité de la société bureaucratique, administrative, qui broie l'individualité en rendant tout flou, qui efface, qui estompe les frontières entre la vie publique, la vie professionnelle, la vie privée, et qui du coup paralyse tout le monde dans une sorte de stase où tout le monde doit faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, avec qui il fait quoi, et ainsi de suite. Enfin ouais.
Et surtout, bah voilà, on l'a vu tout au long du texte aussi, l'impression qu'il y a des tonnes et des tonnes d'intermédiaires qui sont inutiles et qui sont justement là uniquement pour brouiller les pistes entre guillemets et laisser tout le monde dans son apathie, ne pas pouvoir leur laisser la liberté de réagir à tout cela en fait. Je trouve ça hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. On va, comme je vous l'avais promis, aller regarder très rapidement sur internet si on arrive à choper des infos sur ce qui aurait dû être la suite ou peut-être pourquoi cette œuvre a été arrêtée en cours, ce genre de choses. Ah, du coup ça fait une lumière beaucoup plus jaune. Bon. On va s'en satisfaire pour la fin de ce live. Hein. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Mais d'ailleurs, bah, je vais... D'ailleurs, je vais vous lire. Bon, alors, pour le moment, je suis sur Wikipédia. Si on a assez d'informations là, je poursuivrai pas ailleurs. Et puis, si on n'en a pas assez, peut-être que on ira voir autre chose. Mais sur Wikipédia, d'ailleurs, le petit résumé, le petit préambule, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous le lis rapidement, mais Franz Kafka laisse cependant une œuvre plus vaste que le procès, le château, la métamorphose et ainsi de suite, caractérisée par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, où la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l'individu. Hendrik Marsman décrit cette atmosphère comme une objectivité extrêmement étrange. L'œuvre de Kafka est vue comme symbole de l'homme déraciné des temps modernes. D'aucuns pensent cependant qu'elle est uniquement une tentative dans un combat apparent avec les forces supérieures de rendre l'initiative à l'individu qui fait ses choix lui-même et en est responsable. Tout un programme, mais en vrai c'est hyper intéressant je trouve de voir aussi ce qui a pu être dit sur Kafka et peut-être essayer d'avoir une autre perspective sur son travail. D'ailleurs n'hésitez pas hein, dans les commentaires sur YouTube à réagir si vous avez vos propres opinions, etc. Tout ça dans la bienveillance et dans le partage s'il vous plaît chers amis, mais ça peut être très intéressant. Et du coup où est-ce que je vais trouver, j'essaie de trouver, j'avais essayé de checker un petit peu en amont où est-ce que je trouverais des infos là-dessus. Ah voilà, alors bon, d'abord, je vous balance quelques infos cool que je trouvais sur Kafka. J'avais lu ça tout à l'heure parce que j'avais quand même pré-shot cette partie en essayant de trouver où est-ce que je pourrais trouver, j'arrête pas de me répéter, les infos concernant le pourquoi du comment il a détruit son œuvre et ainsi de suite. Et du coup, j'étais tombé au hasard là-dessus des pensées de Kafka concernant le métier d'écrivain, qui peuvent justement être des pistes du pourquoi du comment il a voulu détruire son œuvre, je pense, puisque pour lui ça semblait être une espèce de torture en fait. Kafka considère l'écriture comme une nécessité profondément intime. Il s'agit pour lui d'une activité atroce qui implique une ouverture totale du corps et de l'âme. Selon une formule restée célèbre, il explique dans une lettre à son ami Oskar Polak en janvier 1904 « Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous. Voilà ce que je crois. » Et quelques lignes plus haut, il annonce « Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?» Pour Kafka, on doit écrire comme si l'on se trouvait dans un tunnel sombre, sans savoir encore comment les personnages vont se développer ultérieurement. Bon, là c'est une autre remarque pour le coup. Même si cette dernière phrase, je trouve, a beaucoup de sens et éclaire peut-être justement sur le fait que les chapitres diffèrent vachement d'un chapitre à l'autre en ton, puisque voilà, la dernière fois il y avait vraiment des choses un peu oniriques, etc. Et aujourd'hui on était sur un dialogue transposé d'une manière tout à fait différente, ne serait-ce que dans le style, et du coup une perception différente de l'histoire, etc. Donc ouais, je pense que ça éclaire aussi quelque part le personnage de... Enfin la manière d'écrire de Kafka, de savoir qu'il écrit ses personnages entre guillemets en les laissant évoluer d'eux-mêmes entre guillemets si on peut dire. Donc je trouve que ça éclaire une partie de son travail et le pourquoi du comment son travail peut être aussi varié en ton et en style.
D'ailleurs, c'est vrai que ça, c'était un point commun aussi avec la métamorphose, ce côté onirique qu'on a vu la dernière fois. Enfin, ouais, c'était très cool. Mais sinon, par rapport aux phrases que j'ai lues précédemment, ça montre bien que il y avait une sorte de d'obligation souffrance entre guillemets avec le travail a priori. Donc c'est peut-être à cause de ça qu'il a voulu que son œuvre soit entièrement détruite parce que peut-être que justement c'était trop intime, trop personnel et que bah il voulait pas que ça soit rendu public du coup. C'est peut-être quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai d'autres informations. Alors, j'essaie de lire ça à la va-vite. Voilà. Donc là, on a une citation de Kafka avant sa mort. Avant sa mort, Kafka charge par écrit son ami et exécuteur testamentaire Max Brod de détruire tous ses manuscrits. Voici, mon bien cher Max, ma dernière prière. Tout ce qui peut se trouver dans ce que je laisse après moi, c'est-à-dire dans ma bibliothèque, dans mon armoire, dans mon secrétaire, à la maison et au bureau, ou en quelque endroit que ce soit, tout ce que je laisse en fait de carnets, de manuscrits, de lettres, personnelles ou non, etc., doit être brûlé sans restriction et sans être lu, et aussi tous les écrits ou notes que tu possèdes de moi. D'autres en ont, tu les leur réclameras. S'il y a des lettres qu'on ne veuille pas te rendre, il faudra qu'on s'engage du moins à les brûler. À toi de tout cœur. Voilà. Il avait vraiment le... Il avait vraiment l'envie de détruire son œuvre. Et je pense que dans les paragraphes suivants, on va comprendre pourquoi son ami Max Brod l'a finalement publié. On va essayer de voir ça. Et du coup, bonsoir et bienvenue sur ce live L'écoute aux portes. J'espère que tu vas bien. Merci de nous rendre visite. Bonsoir, les concepteurs de Black Mirror peuvent aller se rhabiller. Ah, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça par rapport à l'œuvre de Kafka? Alors... Ok, apparemment, Brod, du vivant de Kafka, lui avait déjà dit qu'il appréciait son œuvre et qu'il ferait de son mieux pour transmettre son œuvre à la postérité. Et du coup, on ne saura jamais vraiment si Kafka voulait réellement que son œuvre soit non publiée, enfin, que son œuvre non publiée soit détruite. Parce qu'en gros, c'est ça, il avait des œuvres qui étaient non publiées. Et en fait, oui voilà. En fait, on se demande s'il avait vraiment le désir de tout détruire, parce que il a déjà lui-même détruit et brûlé une partie de ses manuscrits. Voilà, il a détruit ou fait brûler par une de ses amies divers manuscrits et récits, et apparemment une pièce de théâtre qu'il avait écrit. Donc du coup, il y a un point d'interrogation, on se demande, bah, s'il a déjà commencé de son vivant à détruire une partie de son œuvre, pourquoi il n'a pas détruit l'intégralité plutôt que de demander aux autres après sa mort de le faire, quoi. Du coup, il reste un doute entre guillemets où on ne sait pas s'il voulait vraiment tout détruire, quoi. Ok, apparemment ça a mis pas mal de temps à être publié parce qu'il y avait la guerre. Donc voilà, il a fallu attendre l'après-guerre. Et voilà, je pense que... Ah, intéressant. Bah apparemment le château aurait été un petit peu réadapté par Brod. Apparemment il aurait déplacé des chapitres, modifié des phrases et des mots, modifié la ponctuation de certains passages. Ok. Ok. Intéressant ça. Et, et en fait, apparemment, c'est assez contesté. Et il y a pas mal de gens qui ont râlé, si on peut dire, parce que grosso modo, les gens trouvaient que... Alors attendez, j'essaie de lire et de comprendre en même temps et de vous restituer l'information de la manière la plus concise possible. Mais en gros, voilà, en gros, c'est juste qu'il y a des gens
qui considérait que, vu que l'œuvre n'avait pas été terminée et que ça en était encore à, à l'étape du manuscrit, c'est-à-dire que l'œuvre n'avait même pas encore été relue, remaniée, réorganisée, organisée en chapitres et ainsi de suite, en tout cas pas intégralement. Et bah du coup, il y a pas mal de gens qui sont en mode bah c'était pas prêt à être publié, ça n'avait pas besoin d'être publié quoi. Après, je suppose aussi qu'il y en avait qui tout simplement disaient bah il a dit qu'il voulait pas que ça soit publié, donc on le publie pas, je suppose. Euh... Et ouais, apparemment, bah on sait pas trop pourquoi en fait. Autrement... On sait que Le Château, c'est son dernier roman inachevé, demeuré inédit de son vivant. Et voilà, on sait que c'est son dernier roman, mais on sait pas trop pourquoi il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase. On sait pas trop pourquoi il a décidé que, voilà, en plein milieu, il s'arrêtait. C'est étrange, je trouve. Enfin ouais, ça porte, ça porte question. C'est bizarre. C'est très bizarre. Même si, encore une fois, je le répète, avec du coup les correspondances dont je vous ai lu une partie tout à l'heure, enfin quelques citations, on peut comprendre qu'a priori, pour lui, écrire c'est quelque chose d'un peu douloureux quoi. Apparemment c'était, je dirais pas une torture, mais c'était un impératif dont il avait besoin, mais qui lui semblait être un effort un peu ouais douloureux. Je trouve pas d'autres mots. Donc peut-être qu'en fait, tout simplement, il trouvait que c'était trop intime, trop trop personnel pour que ça soit voué à la publication. Et peut-être que du coup, il s'est dégoûté lui-même de l'écriture entre guillemets, justement par ce côté laborieux. Et du coup, se dégoûter de la publication parce que pourquoi publier quelque chose dont il n'est pas peut-être satisfait ou peut-être qu'il trouve ça ouais entre guillemets grossier de le publier, etc. Alors, l'écoute aux portes. Oui, l'ambiance angoissante et l'absurde des situations m'y font penser. J'avoue qu'en soi, on pourrait dire que c'est quelque part un Black Mirror des années 1900 et quelques. On pourrait dire ça en effet. Mais de toute manière, le château de Kafka, et je trouve ça assez fascinant d'ailleurs parce que Kafka, je sais pas, je crois que je vous en ai déjà parlé en live, mais Kafka, c'est un nom que j'ai entendu énormément dans mes études de littérature, sans pourtant que j'ai eu à le lire un jour. Mais j'en entendais parler régulièrement, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces auteurs qui a une sorte d'aura hyper puissante. C'est-à-dire que c'est peut-être pas l'un des auteurs les plus connus, les plus lus, les plus étudiés, mais je pense que tu sors le nom de Kafka à un mec qui s'y connaît un petit peu en littérature, et direct ça en impose, parce que son œuvre est quand même très singulière, très particulière, et assez, assez géniale en un sens. Elle est vraiment... Ouais, elle est vraiment empreinte d'éléments qui caractérisent l'œuvre et qui font qu'on reconnaît directement. Rien que le personnage de K, j'en ai entendu parler tellement pendant mes études sans jamais l'avoir lu. J'ai entendu plein de gens me dire ah, le personnage de K, point. Et sans jamais savoir ce que c'était, mais voilà, j'en entendais parler. C'est un gros truc, quoi, Kafka. D'ailleurs, même un truc bête, hein, mais dans mes stats YouTube, je vois les vues que font tous les lives et ainsi de suite. Et par exemple, la métamorphose de Kafka a fait beaucoup de vues plus rapidement que beaucoup d'autres lectures que j'ai pu faire. Donc je sais pas comment ça se fait, mais Kafka a cette aura un peu légendaire comme ça. Et je trouve ça vachement intéressant parce que vraiment, du coup, après avoir lu Le Château dans son intégralité, si on peut dire, vu que c'est inachevé, et après avoir lu La Métamorphose, bah, je trouve vraiment que c'est un excellent auteur, et je dirais, ouais, un indispensable, un classique de la littérature, quoi. Je trouve ça vraiment stylé. Je trouve ça... c'est terrible parce que j'ai fait plein de compliments et tout, et je finis en disant, c'est vraiment stylé. Voilà. Mais ouais, très
très heureux d'avoir fait cette lecture en votre compagnie, chers amis. Je ne vais pas continuer à jacasser, sinon je risque de me répéter, et ça serait dommage de faire une outro à rallonge infinie pour dire les mêmes choses. Donc, je vous rappelle que ce dimanche, il y aura un live de découverte sur l'univers de League of Legends avec une ou deux nouvelles sur le personnage de Camille. Et du coup, si on fait une ou deux nouvelles, ça sera un live plus, donc un live un peu plus conséquent, auquel cas on fera un live un peu plus long. Donc je sais pas si on fera 14-16 heures ou 15h-16 heures. Si ça se trouve, ça prendra pas 2 heures d'ailleurs, mais... Enfin non, d'habitude je fais 15h-16 heures. Donc si ça se trouve là, je vais commencer à 14h pour faire 14h-16 heures. Ou bien je commence à 15h, mais je finis genre 16h30 peut-être. Ouais, ça va peut-être prendre 1h30 en fait, j'en sais rien. Enfin voilà. En tout cas, pour être sûr de l'horaire, rejoignez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur Discord. Et 1 heure avant le live, j'essaie en général de faire le plus tard possible 1 heure avant le live. Je vous mets un message pour vous dire qu'il y a bientôt un live. Donc voilà, vous serez prévenus. Mardi, il n'y aura pas de lecture. Je fais une pause dans les lectures, comme je le disais, pour quasiment 2 semaines, malheureusement. Et du coup, ça sera peut-être remplacé par un autre live de découverte de l'univers League of Legends. Mercredi, live de gaming. Et ensuite, vous ne verrez plus ma tronche jusqu'au 25 à peu près. Normalement, je pense. Je pense pas que je pourrais faire autrement. Bref. Voilou, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'être passé, Tran, Kilala Kawaii ou l'écoute aux portes. Et l'écoute aux portes. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir vu et d'avoir passé un petit temps en votre compagnie. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette lecture du château de Franz Kafka sur ces 10 lives. Et il n'est pas exclu qu'on relise une œuvre de Kafka à l'avenir parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.